Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième édition de l'émission Checkpoint en partenariat avec la Fondation pour la recherche médicale. La dernière fois, le premier épisode, on avait parlé de la maladie d'Alzheimer. N'hésitez pas à retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube de la Fondation pour la recherche médicale ainsi que sur ma chaîne de replay. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale, un véritable checkpoint pour tous se remettre au point sur ce que c'est la santé mentale et où en est la recherche. Je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné de Valérie. Salut Valérie. Salut Jean, bonjour. Merci d'être avec nous à nouveau. Valérie, tu es la directrice scientifique de la Fondation pour la recherche médicale. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que la Fondation pour la recherche médicale? Oui, bien sûr. Donc, la Fondation pour la recherche médicale, la FRM, c'est avant tout une organisation à but non lucratif. Okay. Donc, qui agit grâce à des fonds privés, grâce à la générosité de donateurs, d'entreprises partenaires et puis également de testateurs. Ce sont des gens qui lèguent tout ou partie de leur fortune à la FRM. D'accord, au moment du décès, on peut Exactement. léguer à la FRM. Même par anticipation. Même par anticipation, d'accord. La FRM, c'est aujourd'hui, depuis des années, aujourd'hui, c'est un acteur très important pour la recherche médicale en France. C'est un des financeurs les plus importants. Et la FRM a deux missions qui sont indissociables. La première mission, c'est de soutenir financièrement des projets de recherche, et ce, dans tous les domaines de la biologie et de la santé, sur toutes les pathologies. C'est ce qui fait, c'est une des choses qui fait que la FRM est unique en son genre dans le paysage de la recherche en France. Donc on soutient des projets sur les cancers, les maladies infectieuses, les maladies neurologiques et psychiatriques. C'est quoi un projet de recherche? Comment ça vous est amené? C'est une équipe de scientifiques? C'est plusieurs équipes ensemble? C'est quoi? Ça peut être une équipe, un individu, un chercheur qui travaille dans une équipe ou bien un consortium qui comporte plusieurs équipes. Un appel à projet, c'est... En fait, on lance des appels à projets, comme c'est une espèce d'offre de financement en fait, auquel les chercheurs répondent. Et c'est ensuite analysé par des comités d'experts qui vont analyser la qualité de l'équipe ou du chercheur, la qualité et la pertinence du projet. Et ensuite, vous pouvez lui accorder éventuellement un financement. Exactement. C'est en one shot ou c'est sur plusieurs années? Ça peut être sur un an ou sur plusieurs années. Voilà. Donc la Fondation est ce qu'on appelle un bailleur de fonds, c'est un financeur. Donc nous ne gérons pas les fonds directs avec les laboratoires. On délègue la gestion en fait, à des organismes publics, publics comme les organismes de recherche, l'INSERM, le CNRS, ou bien des universités, qui vont assurer la gestion et dans un cadre très bien défini. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a eu envie de construire cette émission Checkpoint ensemble? C'est pour répondre en fait, à cette deuxième mission de la Fondation, qui est l'engagement dans la sensibilisation du public, de tous les publics, à l'importance de la recherche et l'importance de soutenir cette cause. Pourquoi cette émission? Parce que nous avons à cœur d'informer le public, et notamment les plus jeunes, sur les enjeux de la recherche et les résultats de la recherche. Et cette émission, l'objectif, c'est à la fois d'éclairer, comme tu le disais en introduction, de faire le point sur un enjeu important de recherche et de santé, de donner la parole à des experts pour qu'ils puissent partager avec tout le monde ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas encore, quelles sont les pistes de recherche sur lesquelles travaillent les chercheurs, et puis également les espoirs que suscitent les résultats de la recherche. Et vous aussi, sur le chat, vous pouvez participer à cette émission. Évidemment, on est ensemble, on est en live sur Twitch, on sera en replay sur YouTube, évidemment. Mais si vous êtes avec nous en live, n'hésitez pas à participer, à discuter, à poser des questions si vous le souhaitez. On va accueillir sur ce plateau tout de suite deux chercheurs exceptionnels qui ont accepté de venir nous parler de la recherche en santé mentale. On accueille donc, et ils viennent s'installer, Astrid et Hugo. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission Checkpoint. Très content de vous accueillir. On commence avec toi, Astrid. Toi, si j'ai bien compris, tu étais médecin psychiatre, mais maintenant tu es chercheuse en santé publique. Exactement, à temps plein en recherche. Ça veut dire quoi, chercheuse en santé publique? C'est pas évident pour tout le monde, la santé publique. Bien sûr, en fait, la santé publique regroupe des disciplines scientifiques assez différentes. Moi, pour ma part, je travaille en épidémiologie clinique, c'est-à-dire comprendre l'apparition des maladies dans les populations et leur évolution. D'accord, ok. Ta thèse de doctorat a été financée par la Fondation.
Exactement. Tu nous racontes ? Entre 2017 et 2020, j'ai reçu une bourse de doctorat qui m'a permis de conduire des travaux de recherche pendant 3 ans à temps plein, du coup en suspendant mon activité clinique pendant mon internat, ce qui m'a permis vraiment de dédier tout mon temps à la recherche. Et je travaillais plus spécifiquement sur comment évaluer les traitements de la dépression. Tu enseignes à la fac. C'est qui tes étudiants? Raconte-nous. Exactement, j'enseigne à la fac Université Paris-Cité et j'enseigne la santé publique. Donc mes étudiants sont essentiellement des étudiants en médecine, de la première à la 5e année de médecine, mais aussi des étudiants en pharmacie, en odontologie, donc c'est tout ce qui est études dentaires. Voilà. Et aussi des étudiants de master de sciences qui viennent faire de la santé publique, parce que pour faire de la santé publique, on n'est pas obligé de faire de la médecine ou une profession médicale, on peut aussi passer par des circuits scientifiques purs, le circuit LMD. Toi, tu as publié un livre récemment. Oui. Tu peux nous le montrer? Il est pile poil dans le thème de l'émission d'aujourd'hui. Voilà ce livre, En finir avec les idées fausses sur la psychiatrie et la santé mentale. Et effectivement, dans ce livre, on a recensé 70 idées reçues et on les débunk chacune les unes après les autres en 2 pages. Donc c'est facile à lire, ça a été conçu pour le grand public justement. Et surtout, ça apporte des faits précis, des chiffres, et ça permet d'illustrer vraiment les propos et d'avoir du répondant dans les conversations lorsqu'on entend toutes ces idées reçues. On va en parler tout à l'heure, des idées reçues sur la santé mentale. À côté de toi, on est avec Hugo. Salut Hugo. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Hugo, tu es médecin psychiatre à l'hôpital. Toi, tu vois des patients en santé mentale tous les jours. Alors tout à fait, donc je suis psychiatre à l'hôpital Bicêtre à Paris-Saclay et je fais de la recherche à l'unité INSERM Moods, donc aussi à Paris-Saclay, à l'Institut du cerveau. L'avantage de cette double casquette, c'est que finalement, on a à la fois la partie clinique, les patients, vraiment l'expérience quotidienne, et puis la recherche qui permet aussi d'apporter des réponses et d'explorer un petit peu de nouvelles voies thérapeutiques notamment. Tu es chercheur en sciences cognitives. Ça veut dire quoi? Alors c'est vraiment l'étude des mécanismes, des processus qui permettent l'émergence de la pensée, si on le dit un peu de façon un peu simplement. Donc par exemple, quand on a des émotions, des croyances, quand on a des comportements, quels sont les mécanismes qui ont amené à ces états mentaux? Et ça, on l'étudie à la fois avec des outils des neurosciences et puis des outils parfois qui sortent un peu des neurosciences, qui viennent de la psychologie, qui se rapprochent aussi beaucoup plus de ce qu'on fait en psychiatrie. D'accord. Toi aussi, tu as publié un livre. Alors, tu as oublié de le prendre avec toi sur le plateau, mais on a aussi à le retrouver. On va vous le diffuser, on va vous montrer tout de suite. C'est quoi ton livre? Donc, c'est Dans le cerveau des mamans qu'on a publié avec le docteur Lucie Joly. Donc, il y a un livre qui explore justement tous les symptômes qui peuvent survenir pendant la grossesse et après la grossesse, et les liens avec la transformation du cerveau maternel qui sont extrêmement importants. Ça fait combien de temps que vous êtes chercheurs tous les deux? Alors tout dépend si on compte à partir du début du doctorat ou pas. Donc moi j'ai commencé mon doctorat en 2017 et je l'ai terminé en 2020 et depuis je me suis jamais arrêtée, j'ai toujours continué à faire de la recherche. Donc ça va faire, si on compte, 4 à 7 ans. D'accord. Et toi? Pareil, 2017-2018 pour les Vous êtes de la même génération tous les deux. Ouais, Qu'est-ce qui oui. vous a donné envie de faire de la recherche? Moi, j'ai toujours voulu faire de la recherche. En fait, depuis le lycée, j'ai d'abord commencé par un parcours à l'École normale supérieure en histoire, en lettres et sciences humaines. Et c'est ensuite, secondairement, que je suis rentrée en médecine parce que j'ai voulu faire des études, enfin des recherches qui puissent être appliquées directement à la santé. Mais j'avais déjà cette fibre recherche et puis je cherchais juste ma discipline dans laquelle pouvoir m'épanouir. Donc après avoir regardé un peu en histoire, je voulais travailler sur l'histoire des troubles psychiques en URSS. Après, je me suis dit que j'allais faire de la sociologie des troubles psychiques en France. Et ensuite, je me suis dit, OK, je vais le faire par le biais de l'épidémiologie, ce qui me permet d'adapter des méthodes issues des sciences humaines et sociales à l'épidémiologie afin de pouvoir transformer concrètement les soins dans un délai à moyen et court terme. Et toi, Hugo? Moi, j'ai voulu être psychiatre très jeune, vers 12 ans à peu près. J'étais fasciné par la psychiatrie, fasciné par l'esprit. Et alors, je me suis beaucoup intéressé au début à la philosophie. J'ai fait d'ailleurs des études de philosophie en parallèle de mes études de médecine pour avoir un peu les aspects complémentaires. Et c'est une curiosité immense qui m'a amené vers la recherche, vraiment envie de comprendre ce qui se passait. Et je pense que ça, c'est le plus important, c'est de garder cette curiosité dans le quotidien de la recherche, qui est un quotidien pas forcément facile. C'est pas toujours c'est assez difficile d'être chercheur. La recherche, c'est galère. Ouais. Exigeant. Et donc, c'est vrai que moi, je suis assez mené par ça. En plus, c'est intéressant parce que vous êtes tous les deux modèles assez différents de chercheurs. Toi, tu fais de la santé publique, tu ne vois pas de patients tous les jours, tu vois des datas, des données avec lesquelles tu travailles. Toi, par contre, tu es un praticien, tu vois des patients tous les jours. Et ce n'est pas la même manière de faire de la recherche. Ah non, pas du tout, je pense. En effet, mais par contre, c'est très complémentaire. Et puis, il y a aussi tous les collègues qui travaillent en préclinique, c'est-à-dire sur des animaux, notamment, ou des molécules, ou de la chimie, ou de la biologie, de la biophysique, de la bioinformatique, enfin voilà, tout aussi de cette partie-là qu'on appelle préclinique, en fait. Après, il y a plutôt la partie du go. Après, il y a la partie épidémiologique qui se situe à un niveau populationnel.
Donc moi, je m'intéresse vraiment aux troubles psychiques en société et à l'articulation entre le niveau individuel et le niveau social. Donc, je ne vois pas de patients, mais par contre, je travaille sur des populations, donc une cohorte, notamment la cohorte Compare Dépression que j'ai pu lancer fin novembre, où là, on a plus de 3500 personnes qui se sont portées volontaires pour rentrer dans ce dispositif. Et là, j'interagis quand même avec eux à travers la plateforme Compare qu'on a pu oui, ça donne une bonne cohorte. 3000 personnes, ça donne des datas intéressantes. Plus, oui, et puis on ne va pas s'arrêter là. Il nous faut 5000 d'ici cet été et puis jusqu'à 10 000. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des chiffres en population qui puissent être intéressants. Et on travaille beaucoup sur du verbatim, donc sur du langage naturel, c'est-à-dire il faut vous raconter un peu votre expérience de la maladie à travers cette plateforme qui est disponible en ligne. Et nous, derrière, on processe les datas pour essayer d'identifier les symptômes émergents, pour développer de nouvelles interventions, ce genre de choses. Beaucoup de personnes dans le chat qui nous remercient de faire cette émission pour parler de santé mentale. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on a voulu le faire, parce qu'il y a des tabous, parce qu'on en parle peu. Je crois même que c'est la toute première fois qu'on en parle sur Twitch, de santé mentale. Beaucoup de personnes aussi dans le chat qui font part de leurs propres conditions, leurs propres problèmes de santé mentale. Donc soyez les bienvenus, évidemment. Vous allez voir, on va parler de beaucoup de santé mentale, c'est un peu une émission pour ça. On va parler de schizophrénie, on va parler de dépression, sur laquelle on a essayé de faire un focus au cours de cette émission. Je rappelle que cette semaine, on est le 19 mars, là on est en direct sur Twitch. C'est pas n'importe quelle semaine, c'est la semaine de mobilisation, semaine spéciale santé mentale de la Fondation pour la recherche médicale. Tout à fait. Valérie. Alors pourquoi la semaine de la recherche en santé mentale et puis comment ça se passe pourquoi ? Parce que je pense qu'on est tous là convaincus que la santé mentale, les maladies psychiatriques, c'est un enjeu majeur de santé publique et aussi de société. Ça touche une personne sur 5, si je ne me trompe pas. Et il y a pas mal de voyants qui sont au rouge, notamment concernant la santé des jeunes, santé mentale des jeunes. C'est pas une très bonne nouvelle. Et puis c'est aussi un enjeu de société, où je pourrais appeler un enjeu économique, parce que j'ai lu que c'était aujourd'hui le premier poste de dépenses en matière de dépenses de santé, et devant le cancer. Devant le cancer et les maladies cardiovasculaires. C'est assez étonnant. Ça compile quel type de dépenses ? Là, ce sont les coûts directs. C'est des données de l'assurance maladie qui montrent qu'effectivement, les maladies psychiatriques ont un coût plus important que d'autres. Alors, c'est pas très intuitif, en fait. Parce que c'est difficile à évaluer avec les indicateurs qu'on a en santé. Oui, tout à fait. C'est aussi peut-être des chiffres qui sont sous-évalués. C'est possible. Et puis, c'est aussi un enjeu de recherche. La recherche en psychiatrie en France est insuffisamment dotée. En tout cas, il y a des besoins financiers très importants, malgré des efforts récents. Besoins importants. Que le gouvernement avait affiché. Oui, tout à fait. Et on s'en réjouit. Et c'est une très très bonne nouvelle, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Alors, pourquoi la FRM se mobilise ? C'est pour toutes ces raisons. C'est la 4e année qu'on organise cette semaine de la recherche en santé mentale pour vraiment faire un coup de projecteur sur ces maladies, sensibiliser le public et notamment les plus jeunes à ces maladies, à l'importance de soutenir la recherche sur ces maladies, et puis aider aussi à lever les tabous, parce qu'il y en a beaucoup, et on va y revenir avec Hugo et Astrid. Voilà, donc un programme qui se déroule sur toute la semaine. Oui, alors comment ça se passe cette mobilisation ? C'est quoi le programme ? Donc à la fois sur nos réseaux sociaux et notre site internet, des rendez-vous. En fait, l'idée c'est de vraiment de donner la parole à des experts, comme nos deux invités aujourd'hui, chercheurs, médecins, à des patients également, à des personnalités publiques qui vont parler, qui vont pouvoir témoigner. Donc vraiment libérer la parole et éclairer le public et notamment les plus jeunes sur ces questions-là. Donc ça a commencé hier par un point sur la schizophrénie, c'était la journée mondiale dédiée à cette pathologie. Aujourd'hui, on fait le point sur la dépression. Demain, mercredi, sur la santé mentale des jeunes avec Marie L'Orphelin, qui est une animatrice et médecin, je crois, reine de beauté, il me semble l'avoir lu. Exactement. Miss France, exactement, Miss France. Jeudi, en fait, on va parler du burn-out, et Camille Lacour, nageur, médaillée olympique, etc., va à la rencontre d'une équipe de recherche soutenue par la FRM qui travaille sur ce sujet. Et vendredi, on évoquera les addictions.
Voilà. Et tout au long de la semaine... Ça fait toute une semaine de mobilisation avec chaque jour sa pathologie particulière. Chaque jour sa pathologie et tous les viewers qui nous suivent aujourd'hui sont vraiment invités à nous suivre, à la fois sur nos réseaux et sur notre site pour relayer notamment toutes ces infos. Et, Il y a Yoko dans le chat qui nous dit « C'est cool de faire intervenir des jeunes chercheurs. C'est malheureux, mais même chez les professionnels, les générations précédentes ont beaucoup de préjugés sur la santé mentale. » Vous l'avez vu ça, des vieux médecins qui sont un peu craignos. C'est pas des vieux cheveux blancs qui sont un peu gênants quand ils parlent de santé mentale. C'est un sujet, la stigmatisation des troubles psychiques, au sein de la profession des psychiatres, mais aussi au sein des autres professionnels de santé. Donc c'est un sujet qui est aussi un peu délicat à aborder au sein de la profession, mais beaucoup de gens sont quand même au courant que ça existe. Il y avait des études qui avaient été faites, y compris en France, sur les préjugés des psychiatres sur les patients qui soignent eux-mêmes. Et dans les autres disciplines, on le voit, nos patients nous témoignent, quand j'étais encore en clinique, que souvent ils n'osent pas dire leurs antécédents ou ils ont peur d'être discriminés après sur le fait de pouvoir être vus en consultation, etc. Donc oui, il y a effectivement un effet de stigmatisation qui est un effet social auquel on n'échappe pas en tant que pan de notre culture entière. Donc ça n'épargne pas les médecins et non plus les profs d'université et non plus les chercheurs probablement. Okay. On va rentrer dans le dur, dans le vif du sujet. On va parler de santé mentale. De quoi on parle quand on utilise le mot santé mentale? Ça recouvre quoi, Hugo? C'est un mot très large finalement et c'est un peu fourre-tout parfois. On a du mal à définir ce que c'est. Vous avez toute l'idée un peu de l'OMS, du bien-être, quelque chose qui est très large, qui n'est pas forcément médical. Du côté psychiatrique, nous quand même, on essaye de revenir à quelque chose d'un peu plus médical avec des critères un peu définis, qui sont un peu précis. Mais il faut savoir les transgresser aussi. Il ne faut pas rester uniquement dans les classifications qu'on a en psychiatrie, un trouble, des critères, des symptômes particuliers. Et on va de façon un peu plus large parler aussi du bien-être du patient, de son fonctionnement social, de la façon dont il est dans sa famille, dans sa vie de couple, dont il va construire un peu son histoire, son récit de vie. Donc moi, je ferais quelque chose d'assez large pour la santé mentale, qui ne recoupe pas tous les éléments de la société, mais qui ne soit quand même pas limité à ce qu'on peut imaginer d'un point de vue médical. D'accord. Astrid, si je te demande de définir la santé mentale. Oui, alors déjà, c'est un concept effectivement qui est ancien, contrairement à ce qu'on peut croire. Le mot même de santé mentale, ou mental health en anglais, il vient au début du XXe siècle aux États-Unis, où quelqu'un qui s'appelle Clifford Beers passe 2-3 ans dans un hôpital psychiatrique, donc de l'époque, il faut s'imaginer fin 19e, début 20e. Il sort de là et il fonde un comité d'hygiène pour la santé mentale, un comité d'hygiène mentale, en ayant pour but d'humaniser les soins pour les malades mentaux. Je reprends les mots de l'époque. Et ça, en fait, ça essaime un peu partout en Amérique du Nord et en Europe. Et à mesure, dans les années 30, l'objectif, c'est non pas se concentrer sur humaniser les soins pour les malades mentaux, mais prévenir l'apparition des maladies mentales en population. Donc c'est là où on passe effectivement de la perspective médicale, qui est de traiter des problèmes déjà existants, donc des troubles psychiques, à prévenir l'apparition de ces troubles. Et ça, c'est plus aussi une perspective de santé publique, donc de réfléchir qu'est-ce qui fait que telle pathologie va émerger chez tel type d'individu à tel moment. Donc voilà, la santé mentale, pour reprendre, ça englobe à la fois les troubles déjà constitués, à la fois les troubles émergents qu'on peut prévenir, mais aussi, et ça c'est le grand mouvement de la santé qu'opère l'Organisation mondiale de la santé après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire une définition en termes de bien-être. Donc ce n'est pas seulement une définition négative, l'absence de maladie, mais positive, le bien-être, étant donné qu'il y a une définition qui est donnée, on peut toujours la discuter, c'est la capacité d'un individu à se réaliser, à faire un travail productif qui lui plaît, à avoir une contribution significative dans sa communauté. Donc voilà, ce bien-être, il est opérationnalisé comme ça. Et la notion de santé mentale, elle s'affine entre 2004 et 2013 pour l'OMS aussi, en décrivant ces modalités-là de l'épanouissement individuel, qu'est-ce que ça veut dire et comment après on se donne les moyens socialement et politiquement pour permettre cela. Oui, ça, c'est permis aussi parce qu'en psychiatrie, on n'a pas encore de signature d'empreinte neurologique organique. Oui, grande particularité. On ne peut pas faire une prise de sang avec le résultat, vous êtes bipolaire. D'une certaine façon, heureusement, parce que ça permet aussi une certaine richesse dans l'interaction avec le patient et dans le diagnostic. Et on en souffre aussi parce que parfois on manque de marqueurs, de ces biomarqueurs que les autres spécialités, là où par exemple, quand vous êtes endocrinologue, quand vous êtes hépatologue, vous avez des biomarqueurs comme ça. Nous, on n'a pas ça. C'est pour ça qu'on ne parle pas de maladie psychiatrique. D'ailleurs, il n'y a pas de maladie psychiatrique. On parle de troubles psychiatriques hétérogènes, avec plein de causes possibles, et parfois des symptomatologies qui sont très différentes pour un même trouble. On parlera de la dépression tout à l'heure.
Oui, on va parler de la dépression, mais parlons des autres aussi. C'est quoi les principaux troubles les plus connus? Si vous deviez faire un inventaire à la Prévert rapide des principaux troubles, ce serait quoi, Hugo? Alors déjà, on peut distinguer un peu des grandes familles de troubles. On a plutôt les troubles qu'on dit psychotiques, qui vont être associés notamment à la schizophrénie, qui est la plus célèbre, qui est un pourvoyeur de handicap très majeur, notamment à cause du côté négatif que peut avoir la schizophrénie, où elle enlève progressivement la capacité à faire des actions, à prendre du plaisir dans le monde. On a des troubles psychotiques un peu différents de la schizophrénie, vraiment les troubles délirants persistants. Et on a des troubles un peu entre les deux qu'on appelle les troubles schizoaffectifs, pour lesquels on a aussi des épisodes de dépression, des épisodes de manie, des moments qui ressemblent un peu à la bipolarité. Deuxième grande catégorie, ce qu'on appelle les troubles de l'humeur, dans lesquels on retrouve la dépression, avec donc les troubles unipolaires, la dépression résistante, dépression récurrente. Il y a plein de formes de dépression, on en parlera tout à l'heure. On en parlera. Et le trouble bipolaire, qui est le plus célèbre aussi des troubles de l'humeur, pour lequel on a une fluctuation comme ça, une instabilité de nos états d'humeur, avec des moments où on a une humeur qui est plutôt haute, une hyperthymie, ou une humeur plutôt basse, une hypothymie. En dehors de ces deux grandes catégories, après, il y a plein d'autres catégories qui existent, les troubles anxieux, qui sont très présents dans la population. On en parle trop peu, qui sont souvent comorbides d'ailleurs des autres troubles, mais qui sont aussi assez handicapants. Les troubles obsessionnels compulsifs, qui ne sont pas tout à fait des troubles anxieux, mais qui sont proches. Les troubles du comportement alimentaire, les troubles du neurodéveloppement, les troubles de l'usage des substances. Ou addiction, ouais. Les gens connaissent ça plutôt sous le thème d'addiction. Est-ce que ça veut dire que c'est une autre façon de classifier C'est une façon là qui est un peu plus clinique, celle que je viens de vous présenter là. Oui, c'est une façon même très historique. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de très stable dans l'histoire, cette façon-là de classifier. En tout cas, dans toutes les classifications depuis après la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu comme ça qu'on les conçoit. Et actuellement, les deux classifications qui s'imposent en psychiatrie et en santé publique, c'est à la fois la classification internationale des maladies, qui regroupe ces troubles psychiques, mais aussi l'ensemble des autres pathologies, et qui est utilisée en France, par exemple, pour coder les maladies dans les hôpitaux, et le DSM, le Diagnostic Statistical Manual, dont vous avez souvent entendu parler, ça fait régulièrement polémique en France, qui est la classification d'experts américaine, plutôt. Mais globalement, c'est très superposable entre la CIM 11 et le DSM 5. Alors, sachant qu'une fois qu'on a dit tout ça, l'un des objectifs de la psychiatrie et de la recherche contemporaine, c'est justement d'essayer de déconstruire un peu ces catégories, qui parfois sont un peu rigides, et pour lesquelles on a des chevauchements, notamment au niveau génétique, au niveau cérébral, et on se rend compte qu'il y a des choses qui sont semblables parfois entre les troubles, avec une expression des symptômes qui est un peu différente. Combien de personnes en France sont concernées par des troubles de santé mentale? C'est plutôt de 18%. Autour de 18%, de la population. C'est 18,6 il me semble. Et par rapport aux autres pays de l'OCDE, donc c'est les pays ouest européens, Amérique du Nord, etc., on est vraiment dans la fourchette. Okay. Donc c'est quasiment une personne sur 5, donc c'est beaucoup. Et puis il y a certains troubles qui sont plus prévalents, c'est-à-dire qui sont plus fréquents. Par exemple, vie entière, on dit que c'est une personne sur 5 qui va faire une dépression dans sa vie, donc c'est quasiment tout le monde. Soit soi-même, soit quelqu'un autour de nous qu'on connaît bien qui va faire une dépression. Et après, il y a les addictions aussi qui sont ou troubles des usages des substances ou pratiques addictives qui sont aussi assez importantes en termes de prévalence. Est-ce qu'il y a un âge particulier où on est plus concerné par les troubles de santé mentale? Alors ça dépend bien sûr des troubles, c'est très variable selon les troubles, mais il y a quand même, on sait qu'il y a des périodes, alors ça dépend aussi du genre, du sexe, mais il y a des périodes qui sont particulièrement à risque, donc la période d'adolescence, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, période vraiment à risque pour tout le monde. Il y a des périodes qui sont plus à risque aussi pour les femmes, par exemple on sait que début de l'adolescence, première grossesse, ménopause, qui peuvent être des périodes un peu à risque pour les femmes, et pour les hommes on est plutôt autour de entre 20 et 25 ans pour les troubles les plus présents. Et départ à la retraite. Tu parlais tout à l'heure, Hugo, de l'absence de biomarqueurs pour certifier la présence d'une maladie. Combien de temps on met en moyenne à déceler un trouble? Alors pareil, ça dépend beaucoup du trouble. On a des retards diagnostiques sur certains troubles psychiatriques qui sont extrêmement importants. Pour la bipolarité, le trouble bipolaire, on était à un retard diagnostique d'environ 10 ans. 10 ans, qui a tendance à raccourcir un petit peu grâce justement... Il se trouve que je suis concerné par cette maladie-là et c'est exactement 10 ans qu'il m'a fallu pour avoir un diagnostic. En général, c'est ce qu'on retrouve. C'est quelque chose avec souvent parfois des traitements qui ont été mis, antidépresseurs, des choses qui peuvent même après perturber l'évolution, voire aggraver l'évolution du trouble. Pareil pour la schizophrénie, parfois on a des adolescents notamment qui vont avoir des symptômes très négatifs, une tristesse, un vide intérieur qui va commencer. On va les traiter en disant c'est de la dépression et en fait on va se rendre compte de nombreuses années après que c'est une forme très chronique, très un peu insidieuse de schizophrénie qui s'est installée.
On a la même chose avec le TDAH, donc trouble déficit d'attention hyperactivité, et les troubles du spectre autistique aussi, notamment chez les femmes, où le retard diagnostique, je n'ai pas le chiffre exact, mais est beaucoup plus important que chez les hommes. Donc il y a aussi des écarts, parce qu'en fait la présentation de certains troubles peut être assez genrée du fait que les troubles psychiques s'expriment par des troubles de modification du discours, des émotions et de la pensée, et ça c'est quand même assez façonné culturellement, on est socialisé en fait à nos pensées, à nos émotions, etc. Et donc en fait on va avoir des présentations cliniques différentes aussi en fonction du genre, des générations auxquelles on appartient. On ne va pas forcément délirer sur les mêmes choses, par exemple, de la culture de laquelle on vient aussi, et ça c'est un peu l'objet de la psychiatrie transculturelle, par exemple, de s'intéresser à ça. Donc c'est pour ça aussi que tout à l'heure, quand Hugo disait que les classifications, c'est une sorte de gros repère, mais qu'elles sont faites pour être discutées comme tout en sciences, c'est parce qu'en fait, peut-être qu'il y a aussi des biais de genre ou d'autres types de biais dans les symptômes qui sont mis en avant pour définir ces maladies. Il y a des formes de dépression au féminin, par exemple. La schizophrénie au féminin aussi qu'on peut retrouver. On parle de troubles depuis tout à l'heure, notre discussion est un peu désincarnée. Je vous propose qu'on regarde le témoignage d'une personne concernée. On a une vidéo d'un patient qui s'appelle Quentin et qui témoigne de sa schizophrénie. On regarde et on en parle juste après. La schizophrénie, aujourd'hui, ça stabilise, mais on n'en guérit pas. Donc il faut tout casser. Mais quand on casse tout, il faut tout reconstruire. Il y a eu les premiers symptômes qui sont apparus, c'est-à-dire les voix, une sorte de paranoïa sur mon entourage, une psychose sur le monde. J'ai eu plusieurs hospitalisations, dont une très lourde qui a duré 6 mois. Parce qu'en fait, il fallait casser tout un schéma de pensée en fait, qui n'était pas bon et qui nourrissait cette psychose. Au même moment en fait, où j'ai trouvé mon boulot, donc c'est là que j'ai eu le traitement que j'ai actuellement. Avec lequel je suis complètement stabilisé. Stabilisé, c'est pas non plus ne plus avoir de symptômes, ne plus rien avoir. Les symptômes restent. Mais on apprend à les gérer et on a un équilibre thérapeutique qui est important. Cet équilibre thérapeutique professionnel et familial, aujourd'hui, fait de la personne que je suis autonome, indépendant, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau de ma maladie. Je gère parfaitement mes traitements, mes prises de sang. Quand j'ai terminé ma semaine de travail, je vais souvent nager. Et là, vraiment, on est dans le calme plat, en fait. J'ai pas d'écho, j'ai pas de voix, je suis dans mon effort concentré. C'est important la recherche autour de cette pathologie pour trouver un traitement qui serait un peu plus affiné pour pouvoir justement créer ce silence aussi autour de soi. Parce que ces mots, ces violences des fois qui nous reviennent, des fois c'est très difficile. Et peut-être que justement, essayer de calmer cette pensée et d'essayer de la contenir et de l'intérioriser sans qu'elle puisse donner écho d'elle-même, je pense que c'est quelque chose qui peut aider les gens. Voilà, on a eu le témoignage de Quentin sur cette vidéo de la FRM, sur cette vidéo de la FRM, pardon, Quentin qui parle dans son témoignage de calmer les pensées qui l'assaillent. C'est quelque chose que tu vois tous les jours à l'hôpital, toi, Hugo? Oui, alors bien sûr, les pensées, on en est souvent victime. Alors là, Quentin parlait de pensées plutôt d'idées délirantes qu'on a dans la schizophrénie. Il y a beaucoup de patients qui ont des pensées anxiogènes, qui ont une anxiété d'anticipation ou des TOC, par exemple, des espèces de pensées intrusives comme ça, des phobies d'impulsion, la peur de faire du mal ou de se faire du mal. Donc bien sûr, c'est très compliqué de contrôler ces pensées. Et l'un des objectifs des psychiatres, c'est d'essayer aussi d'aider un peu via la psychothérapie. On parle beaucoup de pharmacologie, mais via la psychothérapie à moduler un petit peu ces phénomènes de pensée. Donc ça, c'est un des objectifs cliniques qu'on retrouve qui est un peu transdiagnostique. C'est-à-dire dans tous les troubles, on a cet objectif clinique. Un bon psychiatre, c'est aussi un bon psychothérapeute. Quelqu'un qui sait amener le patient sur ce chemin un peu de modulation de la pensée. C'est quoi la schizophrénie? C'est quoi cette maladie? Alors schizophrénie, c'est un terme, c'est un trouble qui est très complexe. D'ailleurs, on parle aujourd'hui plutôt de trouble de spectre schizophrénique parce qu'il y a plusieurs modalités, il y a plusieurs types de symptômes, types d'expressions.
La forme la plus classique, un peu prototypique, ça va débuter plutôt chez un sujet jeune, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, avec plutôt un sexe ratio masculin, c'est aussi présent chez les femmes, mais plutôt masculin. Et au début, des symptômes qu'on dit plutôt positifs. Alors, le mot positif est un faux ami, parce que c'est des symptômes qui sont assez terribles. Ça signifie des choses qui se surajoutent un petit peu au fonctionnement habituel du patient. Donc, ça va être des idées délirantes, donc une modification des croyances. Vous savez que une grande part de votre activité mentale, c'est des croyances sur le monde qui vous environne. C'est-à-dire, je crois que mes parents sont bienveillants, je crois que cette émission va être appréciée, je crois que ceci, je crois que cela. Et en fait, ces mécanismes-là de génération des croyances vont être un peu modifiés. Il y a des croyances un peu étranges qui vont émerger, avec au début un sentiment un peu d'étrangeté du monde extérieur, qui va être expliqué progressivement par des croyances de plus en plus délirantes, pour lesquelles le sujet a une plus en plus grande conviction. En plus de ce phénomène-là, on peut avoir des hallucinations qui, cette fois-ci, sont une perturbation de la perception. On a de la perception des événements, quand vous avez de la perception auditive, visuelle, synesthésique, l'intérieur du corps, interoceptive, olfactive. L'ensemble de votre spectre de vie, à tout moment, est empli comme ça de signaux perceptifs. Et ces signaux perceptifs, ils sont interprétés, ils donnent du sens à votre expérience. Dans la schizophrénie, il y a une sorte de distorsion un petit peu de ce sens perceptif. Et parfois, il y a des signaux qui se surajoutent. C'est-à-dire, il y a des voix très, très fréquentes qui peuvent survenir. Parfois un commentaire de la pensée, c'est-à-dire sa propre pensée est commentée, et puis parfois une voix extérieure de femmes, d'hommes, plusieurs voix, qui viennent un petit peu parler, qui viennent intruser comme ça le contenu de l'individu. Ça, ces symptômes-là, ce sont ceux qui sont le plus présents au début, en général, dans les formes prototypiques, et c'est ceux qui, au début, sont les plus visibles. Ouais. Malheureusement, c'est une maladie évolutive. C'est-à-dire que, en fait, ces symptômes-là, qui sont la partie émergée de l'iceberg, ils sont bientôt accompagnés d'autres symptômes, alors plutôt de désorganisation, c'est-à-dire une perte de la cohérence entre les pensées, les émotions et les comportements. Par exemple, les pensées, le sens logique, la capacité à générer une pensée logique va se distordre un petit peu, va être un petit peu moins présent. Et puis progressivement, et c'est vraiment le handicap du trouble, ce qu'on appelle un syndrome négatif, où le sujet, l'individu qui souffre de schizophrénie, va progressivement se vider un peu de son essence, se vider un peu de sa substance mentale notamment, avec un appauvrissement de la pensée, un appauvrissement des désirs, un appauvrissement des émotions. Et parfois, il va devenir une sorte presque de fantôme un peu de ce qu'il pouvait être avant. Ça, c'est quand on ne s'est pas traité et quand le trouble évolue. C'est un peu l'évolution naturelle du trouble qui est bien sûr la plus terrible. C'est ce qu'on essaie d'éviter au maximum. Ça touche combien de personnes, la schizophrénie? Alors, 1%. 1%, une épidémiologie qui est encore à discuter, mais c'est à peu près 1%. 1%. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous demande, ce serait bien de demander ce que c'est qu'une psychose. On est là pour faire de la pédagogie, vous avez raison de le demander. Astrid, c'est quoi une psychose? Oui, ça renvoie à des catégories plus historiques avec un partage entre névrose et psychose. Et donc, on utilise encore ce terme, y compris dans la littérature internationale, pour définir, maintenant c'est devenu synonyme des troubles de la famille et de la schizophrénie, ou des troubles dans lesquels il y a justement des éléments de délire. Mais c'est vraiment un terme qui renvoie plutôt à la clinique ancienne et au partage justement névrose-psychose qui était à la fois dans la psychiatrie, qui était beaucoup repris par la psychanalyse surtout après. Donc nous, on utilise moins ce terme maintenant, on utilise plutôt schizophrénie ou trouble délirant persistant, c'est plutôt ça qu'on utilise. Je vous propose qu'on attaque très frontalement les tabous et les clichés, les idées reçues qu'on a dans la société sur la maladie mentale. Le chat, je vous fais confiance, vous en connaissez comme moi des trucs que vous avez déjà entendus, des phrases, des clichés. Je vous en propose un premier par exemple, les schizophrènes sont des gens dangereux. Oui, ça, c'est un truc qu'on entend. Grand cliché. Classique, ouais. Alors, il faut le rappeler, de façon générale, les patients qui souffrent de troubles psychiques sont beaucoup plus victimes que agresseurs. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un chiffre qui est retrouvé de façon à toutes les enquêtes qui ont été faites dans le passé. Et en particulier dans la schizophrénie, il y a notamment pour les formes féminines, beaucoup de phénomènes de vulnérabilité psychique et physique, et donc des patientes et des patients qui sont plutôt agressés qu'agresseurs. Et ça, c'est quelque chose, c'est une sorte de préjugé qu'elle a vie dure encore, ne serait-ce encore même parmi les soignants, c'est-à-dire parmi nos collègues. Ensuite, je pense qu'il ne faut quand même pas, notamment pour les proches, etc., qu'il y a des passages à l'acte hétéro-agressifs qui sont facilités. Alors, c'est souvent la combinaison entre le trouble, ça peut être une manie dans le trouble bipolaire, ça peut être d'un moment de délire très aigu, notamment avec une persécution contre l'entourage, mais c'est surtout aussi quand il y a en plus de l'alcool ou en plus des substances psychotropes qui sont prises et qui facilitent la désinhibition en fait, et le passage à l'acte dans le comportement. Donc il y avait hétéroagressivité, mais aussi ce que Hugo, pour compléter ce qu'il dit, c'est aussi le passage à l'acte auto-agressif, et ça c'est bien plus élevé. Valérie, il y a beaucoup de personnes dans le chat qui parlent de folie, les fous.
Cette idée, c'est quelque chose de très présent. Ça renvoie à un espèce d'imaginaire très cinématographique des asiles américains des années 50. C'est vraiment des films très spécifiques, mais qui ont nourri un imaginaire autour de la folie. C'est le Joker dans Batman, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est Shutter Island, c'est tout cet univers, c'est un truc qu'on retrouve souvent. Oui, c'est effrayant et en même temps, ça fascine, oui, tout à fait. Pour faire le lien avec la fondation, il est vrai que, alors qu'on l'a vu, hein, ce sont des troubles qui concernent beaucoup de personnes. Nous, on le voit, c'est encore un tabou. C'est encore trop souvent un tabou et on a finalement pas suffisamment de personnes qui se tournent vers la FRM pour accompagner la recherche en disant ouvertement, en prenant la parole, en disant moi je veux soutenir la recherche en santé mentale. On a un collègue à Estacca Street qui travaille beaucoup sur ces représentations culturelles, notamment dans le cinéma, Jean-Victor Blanc, qui a écrit quelques ouvrages et qui fait souvent des conférences sur ce sujet-là. C'est en effet quelque chose de très important. Nous, c'est un mot, le mot folie, qu'on n'utilise pas. D'ailleurs, quand on l'entend prononcer, en fait, vous ne l'utilisez jamais. Ou alors on l'utilise dans le langage courant voilà, dans le langage courant, mais pas pour désigner quelqu'un qui a une maladie mentale, pour dire c'est fou. Mais parce que la figure du fou, c'est une figure culturelle en fait qui désigne celui dont on ne comprend pas l'action, celui dont l'action est irrationnelle en fait. Ça renvoie forcément l'autre dans un univers de signes inaccessibles et du coup ça exclut. C'est-à-dire t'es fou, ça veut forcément dire tu n'appartiens pas au même monde que nous parce que ce que tu es en train de faire là ne souscrit pas à la norme auquel nous tous nous souscrivons ensemble. C'est vraiment une qualification sociale qui vise à exclure quelqu'un du groupe social dont la norme est dominante. Est-ce qu'il y a un côté rassurant pour ceux qui le font, mais c'est une fausse rassurance, bien sûr. Beaucoup de personnes dans le chat qui proposent aussi le cliché, les dépressifs, ils ont qu'à se remuer un petit peu, ça ira mieux. C'est un grand classique celui-là. Oui, mais alors c'est vrai, parce que mais ce qui est très difficile, ce qu'il faut voir dans ces idées reçues pour avoir vraiment travaillé dessus, j'ai beaucoup réfléchi à ça, c'est qu'en fait, elles répondent quand même à un besoin de compréhension que n'importe quel être humain a. Et dans des situations comme ça, comme la dépression, c'est une maladie assez invisible, où uniquement ce qui se manifeste, c'est un défaut de motivation, l'incapacité à faire des choses même banales, se laver les dents, aller prendre sa douche, répondre au téléphone, etc. C'est illisible pour les gens. À aucun moment, dans une culture où on pense que tout tient du libre arbitre et que quand on veut, on peut s'imaginer que ces capacités-là peuvent être mises à mal par une maladie, en fait. Donc, c'est pour ça que les gens, du coup, ils voient un comportement. Et donc, du coup, la grille d'interprétation la plus proche de ce qu'eux, ils vivent, parce qu'ils n'ont pas vécu de dépression, c'est « Ah, ben, c'est de la fainéantise, parce que moi aussi, quand j'ai pas envie ou que c'est le dimanche, je me comporte comme ça. » Voilà. Or, comprendre que ça vient d'une maladie, c'est aussi accepter une vulnérabilité extrême et peut-être aussi se dire qu'un jour, ça peut être mon tour. Et ça, c'est très, très difficile de se dire que l'être humain, il peut être aussi fragile que tout ce qu'on est un jour, le lendemain peut péricliter à cause d'un trouble. Un truc que j'ai entendu aussi, c'est que ces maladies sont des maladies de riches. Il n'y a que les bourgeois qui sont ça, c'est quelque chose qui est souvent entendu sur la dépression, notamment, avec l'idée comme ça d'un trouble un peu culturel, lié à notre culture occidentale, culture favorisée. C'est quelque chose qui est totalement faux d'un point de vue épidémiologique. C'est-à-dire que la dépression, elle se retrouve dans toutes les civilisations. Elle peut être plus difficilement diagnostiquée pour des personnes qui ont moins accès à la santé. Exactement. Et dans toutes les cultures, avec des formes différentes. Il y a des formes, on va en parler tout à l'heure dans la partie dépression, des formes de symptômes un peu différents. Mais enfin, en termes épidémiologiques, la dépression est aussi... Qu'on vive des guerres, qu'on soit en Ukraine, qu'on vive la famine, on peut souffrir de dépression. C'est vraiment quelque chose qui est lié au fonctionnement du cerveau. Et d'ailleurs, elle est même plus élevée d'un point de vue épidémiologique. En tout cas, même prenons les chiffres de la France, on voit que les catégories de population qui sont plus sujettes à la dépression, c'est les personnes qui sont au chômage, par exemple. Donc, ce n'est pas du tout les gens les plus riches ou les plus favorisés qui se retrouvent en dépression. En fait, la dépression, elle peut être aggravée ou accélérée ou déclenchée par des situations sociales adverses. C'est par exemple toute l'épidémiologie des flux migratoires, où les personnes, justement, quand on a accès à très 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 peu de ressources, eh ben, c'est le modèle animal de la dépression, c'est ce modèle-là, c'est le modèle où on accule rejet social, ou alors on accule l'animal à une situation de laquelle elle n'a aucun moyen de se sortir et elle se déprime. Donc pour les êtres humains, c'est pareil. Donc ça ne veut pas dire que les riches ne sont pas touchés. Tout le monde est touché, mais quand même, l'épidémiologie montre que quel que soit le PIB du pays, donc le produit intérieur brut, donc le niveau de richesse du pays,
les taux sont stables. Et dans les pays riches, c'est les populations les plus défavorisées qui sont touchées. Une personne qui demande, qui propose un cliché, c'est les psychiatres, ça ne donne que des médocs. C'est ça, Hugo, on en a pas... psychiatre qui donne des médocs. On en a parlé au début, donc en effet, non, bien sûr que non. Et un bon psychiatre, il faut qu'il y ait vraiment un peu ces deux approches. On a deux jambes pour avancer avec les patients sur le traitement. Et dans beaucoup de troubles, notamment, ce qui est recommandé, c'est de mettre les deux. Je parle du TOC, par exemple, on en parlait tout à l'heure. La bonne recommandation dans le TOC, c'est d'avoir à la fois des traitements antidépresseurs, plutôt à forte dose d'ailleurs, et puis une psychothérapie d'exposition qui soit associée. Quand on met les deux ensemble, il y a une synchronie, c'est quelque chose qui marche beaucoup mieux et c'est synergique pour l'efficacité thérapeutique. Si je peux ajouter quelque chose là-dessus, en fait, les mêmes gens peuvent dire, quand ils sortent de chez le médecin généraliste, ils disent « Ah, j'y suis allé pour rien, il ne m'a pas donné de médoc ». Moi, je trouve que ce que ça interroge au fond, c'est qu'est-ce qu'on attend de la psychiatrie versus du reste de la médecine. Donc pour le reste de la médecine, il faut qu'on prescrive des médicaments, et quand un psychiatre prescrit des médicaments, c'est pas bien. Donc moi je pense qu'il faut absolument être décomplexé quand on est psychiatre et qu'on prescrit un médicament. Si on le fait, c'est parce qu'on pense que ça rend service à ce patient-là à tel moment par rapport aux données scientifiques qui existent sur le bénéfice et les possibles effets indésirables de tel traitement. Mais il ne faut surtout pas essayer de faire, pas plus que dans le reste de la médecine, il faut se justifier en tant que psychiatre quand on prescrit un médicament. Il faut juste qu'on soit raccord avec les données de la science, les recommandations, et qu'on ait considéré toutes les autres options. Et Hugo parlait de 2 piliers, mais en fait, il y en a beaucoup plus, puisqu'il y a effectivement la vaste ensemble de psychothérapie, il y en a beaucoup, mais il y a aussi toutes les techniques de neurostimulation, il va y avoir la réhabilitation par le sport, etc. Donc en fait, on dispose d'un arsenal thérapeutique qui est très vaste, auquel, en tant que psychiatre, on est formé de façon hétérogène, on va dire, parce qu'on a évidemment, on axe la formation sur le médicament. Pourquoi ? Parce que le médicament, c'est la chose qui, si c'est le plus mal conduit, ça peut le faire le plus de mal. Donc c'est normal qu'en tant que psychiatre, on soit extrêmement bien formé à la prescription médicamenteuse. C'est encore ça qu'on attend de tous les médecins. Et pour le reste, moi j'avais fait un DU de thérapie comportementale et cognitive parce qu'à l'époque de notre DES, on n'était pas forcément très bien formé à la thérapie, mais on peut être formé à la neurostimulation dans les services hospitaliers dans lesquels on passe, on peut être formé à la thérapie systémique qui vise à inclure les différents éléments de la FENI, etc. Donc il y a la possibilité de se former à plein de choses. Donc pour revenir, encore une fois, à chaque fois, focaliser la question de la psychiatrie sur l'usage des psychotropes, à mon avis, c'est une stratégie de beaucoup de gens pour mettre sur un sujet qui fâche et éviter de parler des vrais problèlmes. Juste d'un point de vue recherche, c'est important aussi, les psychotropes, ils n'ont pas de valeur en soi. C'est-à-dire qu'ils vont changer quelque chose, rendre parfois le cerveau un peu plus flexible, notamment en termes de plasticité. Et c'est l'environnement, c'est ce qu'on va faire autour qui va permettre après les changements thérapeutiques. Pour les antidépresseurs, c'est quelque chose qui a vraiment été démontré. C'est-à-dire l'antidépresseur en soi, vous prenez un antidépresseur, vous restez dans une pièce sombre pendant un mois, il ne va pas avoir d'efficacité thérapeutique. Le monde est aussi thérapeutique dans cette relation. Et l'antidépresseur rend un peu plus flexible à certains éléments. Exactement. Valérie, vous percevez des dons de la part de généreux donateurs qui veulent financer la recherche médicale. Puisqu'on parle de clichés, est-ce qu'il y a des effets de mode? Est-ce qu'il y a des donateurs qui sont réticents à donner pour financer la recherche en santé mentale? Réticents, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça ne se bouscule pas. Et que les grandes causes qui recueillent le plus de dons et de mobilisation, c'est le cancer, c'est Alzheimer. Mais on a quand même soit des particuliers, soit des entreprises partenaires qui souhaitent s'engager à nos côtés sur la question de la santé mentale. Et c'est une excellente nouvelle. Il faut vraiment encourager tout le monde à se mobiliser sur cette question. Peut-être que parfois la santé mentale, comme c'est quelque chose qui est très large justement, et qu'on a l'impression notamment que la dépression c'est un trouble presque anodin, parfois faussement dans la population. C'est vrai que c'est pas une vraie maladie. On souffre un peu de cette vision-là, peut-être par rapport à d'autres troubles qui sont plus spectaculaires en termes de symptômes. Et pourtant, la dépression en termes de morbidité, c'est vraiment ce qui va être le plus délétère pour de nombreuses personnes. Tout à l'heure, Hugo et Astrid, vous parliez de l'importance de l'environnement autour du patient pour l'accompagner dans son parcours de soins. Il y a quelque chose de très important en santé mentale, ce sont les proches, ce sont les entourages des malades. Je vous propose qu'on écoute un témoignage, c'est le témoignage de Flore, qui est la sœur de Quentin. Tout à l'heure, vous aviez vu Quentin qui est sujet à la schizophrénie, et bien là, on va entendre sa sœur qui va parler de son rôle d'aidante. On l'écoute. La schizophrénie ne se soigne pas, et il vit avec. Je ne savais pas ce qui arrivait à mon frère.
Moi qui l'ai connu, facile, solaire, heureux de vivre, là j'ai vu ce mal-être qu'il y avait chez lui. Il s'est renfermé sur lui, donc il entendait ses voix. Il a eu des moments vraiment compliqués que moi, de mon jeune âge, je n'arrivais pas à identifier, évidemment. Grâce à sa volonté, parce que c'est un battant, et au fait d'être bien entouré, il a réussi à parler de ses symptômes, ce qui n'est pas évident. Et grâce à ça, il a réussi à accepter sa maladie, à accepter le fait qu'il lui fallait un traitement, à pas lâcher la vie, à s'y tenir. C'est un courageux, il a toujours travaillé. Ça aussi, je pense que ça l'a sauvé. La schizophrénie ne se soigne pas. Les symptômes sont toujours là, il a toujours des voix, et il vit avec. On a tendance peut-être à oublier un peu. Lui, il n'oublie pas. C'est un très beau parcours qu'il a fait et qu'il fait tous les jours. Je suis très fière de mon frère, très émue et très fière qu'il en parle, d'en parler avec lui, qu'il fasse cet effort pour tous ceux qui peut-être ont cette maladie en eux et n'osent pas en parler. Il faut en parler, il faut oser se soigner et c'est très important. Dans ce témoignage qu'on vient de voir, Flore, elle parle de la difficulté pour les patients de parler. Venir vider son sac, venir en rendez-vous avec un psychiatre, c'est quelque chose que vous constatez, vous, sur le terrain, cette difficulté à parler? Il y a une stigmatisation sociale toujours des patients et des psychiatres aussi. On a peur. On a souvent l'image d'un vieux psychiatre dans son bureau poussiéreux avec une veste en velours qui va recevoir le patient comme ça et se taire et attendre un petit peu avant et ne pas parler pendant toute la consultation. Donc, bien sûr, on essaye tous d'être le plus accueillant possible et d'accueillir cette parole. Je pense que c'est important justement d'avoir cette dimension d'ouverture à la fois théorique, c'est-à-dire dans les formations des psychiatres, on est assez ouvert sur des choses assez anciennes, la psychanalyse notamment, mais des choses aussi nouvelles. On est nourri un peu par les nouvelles théories. La psychanalyse, j'ai vu qu'il y a des gens qui en parlaient dans le chat et qui n'ont pas un bon regard dessus. Alors, elle a mauvaise presse aussi. Alors, il y a eu toute une histoire, tu pourras en parler si tu veux après aussi, mais bon... En termes cliniques, elle peut être utile pour certaines choses. Il ne faut pas l'avoir comme cadre théorique unique. Ce qui est dangereux toujours, c'est quand on est dogmatique sur une théorie, sur une approche. C'est ce qui est reproché aux psychanalystes. Voilà, il faut plutôt avoir tiré un petit peu des choses qui sont intéressantes, notamment dans les entretiens. On peut utiliser des éléments un peu psychanalytiques, parfois dans l'espace de la parole, le silence qu'on peut mettre, commencer un entretien en disant « je vous écoute », par exemple, quelque chose d'assez simple. Pas rentrer tout de suite comme un médecin, alors dites-moi pourquoi vous venez, ceci, cela, quel âge vous avez. Ça peut être des outils cliniques intéressants. Ce qui est embêtant, c'est quand c'est trop théorique et quand ce dogmatisme vient un petit peu parfois mettre sous silence le reste de la pensée. Astrid, la psychanalyse, c'est quelque chose que tu regardes comment? Alors moi, j'avais découvert la psychanalyse dans mes études, mais par le prisme de la philosophie. Donc j'ai toujours eu un regard et une approche critique en fait des textes de psychanalyste et surtout historisés, puisque la plupart des textes ont été écrits maintenant. Il y a un recul historique d'un siècle, 50 ans, etc. Voilà. Oui, mais Lacan, c'était il y a moins d'un siècle encore. Mais voilà. Donc, non, parce qu'il y a quand même plusieurs psychanalystes. Il n'y a pas une seule psychanalyse non plus. Ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Voilà. Donc j'ai ce regard un peu historique. Je suis d'accord avec Hugo de dire qu'en fait, on est quand même des héritiers d'une certaine forme de pratique et qu'il faut être pragmatique et qu'il y a des choses qui ont été développées, même de façon très informelle ou peu formalisée, et qui sont utiles. Après, moi, c'est clair que je me place dans le domaine de la médecine fondée sur les preuves, donc evidence-based medicine, qui est un courant d'épidémiologie clinique qui vient du monde anglo-saxon à partir des années 70 et qui dit en médecine, il y a eu trop d'histoires d'horreur, pas que en psychiatrie, où on pensait que l'enfer est pavé de bonnes intentions, en fait. On pensait que tel traitement guérissait les gens, c'est toute l'histoire de la saignée pendant des siècles. En fait, on accélérait leur décès. Donc, assez convaincue du fait que l'enfer est pavé de bonnes intentions, je me suis tournée vers cette discipline-là. Et l'idée, c'est de faire la preuve que ce qu'on fait ramène un bénéfice pour les patients. Preuve scientifique. Preuve scientifique, ou du moins, on utilise la science comme dispositif d'objectivation d'un effet bénéfique et des effets indésirables. Parce que c'est pareil, il y a plein de gens qui vont dire « j'ai eu tel effet indésirable, c'est dû à tel médicament ». Encore faut-il faire la preuve et le lien entre ce qui s'est passé à tel moment et effectivement l'usage de telle ou telle molécule. Voilà. Et ça c'est très dur et très coûteux.
Et la recherche aussi, c'est pas seulement faire de la recherche sur des souris, de la recherche en psychologie, etc., mais c'est aussi inventer ces dispositifs de preuve pour pouvoir derrière certifier quand nous, en médecin, on va prescrire aux gens, on va dire, voilà, ce médicament, en moyenne, il montre un bénéfice chez 40% des patients. Donc peut-être que vous serez dans le bon 40%, peut-être que non, et si c'est non, on essaiera une deuxième ligne de traitement qui sera ça, ça ou ça. Il y a quelqu'un dans le chat, revenons sur les proches, quelqu'un dans le chat dit la famille peut être une aide, mais aussi une encre pour les patients. C'est quelque chose que vous constatez aussi? Alors bien sûr, on fait tous partie de systèmes multiples, au niveau de la famille, au niveau du couple, au niveau du groupe social. Et la famille, c'est un système qui peut être à la fois très libérateur, notamment quand on a été amené à avoir des enseignements de philosophie, des philosophies de vie, qu'on a été amené dans ce récit de vie à apprendre plein de choses. Et puis ça peut être aussi très, parfois, limitant. Il y a beaucoup de patients notamment qui souffrent beaucoup de cette présence, parfois intrusive, ou parfois l'absence de ce contexte familial. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille aussi dans la relation, et dans la relation thérapeutique avec le patient. Nous, quand on a un patient qui est hospitalisé, notamment, eh bien, la famille, finalement, on les voit régulièrement. On travaille tout ça. Parce que parfois, le patient va mieux 2-3 jours après son arrivée à l'hôpital. Il y a quelque chose qui se jouait juste dans cette séparation avec son milieu de vie habituel. Et si on ne déjoue pas un peu ce qui était en cours à l'extérieur, eh bien, quand il va ressortir, quand il va aller retourner chez lui, les choses vont recommencer comme ça. Les situations de couple aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais notamment tout ce qui est violence conjugale, très, très impliqué dans la santé mentale au féminin. Il y a des choses qui sont beaucoup liées à des violences cachées, des violences verbales, qui commencent parfois verbales, parfois qui vont vers la violence physique, violence sexuelle. Et donc ça, c'est des choses qui sont à explorer pour tout praticien, quelle que soit la spécialité d'ailleurs. Ouais. Ça veut dire quoi être bien entouré pour un patient ? Ça va un peu dépendre des personnes aussi, du niveau d'implication des proches qu'elles vont autoriser, parce qu'effectivement, on est en équipe avec la famille, mais c'est toujours avec l'accord du patient. C'est-à-dire que s'il nous dit non, je ne veux surtout pas que vous sollicitez telle personne de ma famille, on respecte ça aussi. Donc, être bien entouré, c'est pas forcément avoir quelqu'un qui prend les commandes et qui fait à la place d'eux, parce que ça aide pas sur les très longs cours. Ça peut aider temporairement sur une semaine ou deux quand la personne est vraiment trop mal ou qu'elle le demande, en disant là, j'y arrive plus, il faut que tu fasses à ma place. Mais être bien entouré, c'est déjà quelqu'un qui accepte la maladie comme une maladie et qui n'est pas dans la suspicion de peut-être qu'il fait exprès pour m'embêter, me faire rager, me prendre de l'argent ou je sais pas quoi. Déjà, parce que mais c'est de même que pour le reste de la société, c'est parfois des gens de la famille même qui sont très impliqués, ils ont des moments de doute en se disant mais vous êtes sûr qu'il ne fait pas un peu exprès quand même, qu'il n'amplifie pas le truc, etc. Donc voilà. Et nous, en tant que psychiatre, on avait aussi... C'est une vraie interrogation, ce qui n'est pas... Oui, mais c'est vertigineux. Et voilà, donc c'est toujours un dialogue à trois avec la famille, le médecin et le patient, en tout cas pour les hospitalisations, parce qu'après, en libéral, ça se passe un peu différemment. La famille n'est pas forcément vue systématiquement. Mais ça aide à reconstituer cette espèce de tandem professionnel aidant qui font que la personne, elle peut se rétablir. Et c'est ça le plus important. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes chez vous, que vous avez des symptômes, que vous avez un mal-être, quelque chose, une douleur psychique, il faut en parler à quelqu'un. Alors que ce soit un proche immédiat, si vous n'avez pas confiance dans les proches immédiats, à des soignants, il faut toujours avoir quand même une personne un peu de confiance comme ça. Médecin généraliste, ça peut être le médecin généraliste, ça peut être généraliste. Alors, j'ai vu aussi dans le chat tout à l'heure, quand on parlait des clichés, des gens qui disaient les médecins généralistes sont mal formés, ils prescrivent n'importe comment des médicaments. Oui, tu dis oui direct. Non, mais attendez, je dis oui, mais parce que être généraliste, je pense que c'est une des professions les plus difficiles qui soit, parce que c'est un niveau d'exigence parmi les 12 disciplines médicales. Il faut qu'il soit au taquet en cardio, au taquet en pneumo, en onco, en tout. Donc évidemment, il y en a qui vont par affinité s'investir plus dans telle discipline. Donc ils peuvent pas faut pas attendre du médecin généraliste qu'il ait le même niveau que le psychiatre à ma gauche qui est surspécialisé sur la dépression résistante. C'est normal. Donc le médecin généraliste, son rôle pour la santé mentale, c'est d'arriver déjà à identifier que c'est un trouble de santé mentale, de mettre les médicaments de première ligne qui sont recommandés, et ensuite de savoir passer la main au bon moment et d'être inséré du coup dans le réseau de soins de psychiatrie qui existe. Donc les CMP, les XAPA pour l'addiction, enfin toutes ces institutions qui existent. C'est la première ligne, le dépistage qui est vraiment fondamental. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui fait défaut dans la santé mentale. On passe à côté des patients, on passe à côté de cette souffrance. Mais parce que le médecin généraliste, rappelons aussi, il n'a pas une consultation aussi longue que les psychiatres non plus. Après, il voit quand même les patients régulièrement. Donc l'idée, c'est pas de jeter la pierre aux médecins généralistes. C'est regarder comment on peut faire du maillon de premier recours quelque chose qui permette un accès mieux filtré, plus rapide aux soins de second puis troisième recours.
Parlons de recherche. On a voulu dans cette émission avec la FRM, dans l'émission de Checkpoint, faire un point sur la recherche médicale. Astrid, est-ce que tu peux nous dire quels sont les grands enjeux de la recherche en santé mentale? Alors oui, alors je vais parler de la santé mentale, après on parlera peut-être des troubles psychiques en particulier. Donc sur la santé mentale, il s'agit de voir comment ce défi qui nous attend en termes d'organisation sociale, d'importance économique, parce que ça c'est extrêmement important, et de capacité du système de soins à faire face, comment on règle ces trois grands problèmes d'un point de vue de la santé publique. Donc là, on est sur un système d'organisation de l'offre de soins en santé mentale qui date en fait des années 60, avec l'organisation en secteurs, avec des secteurs qui avaient été... C'est un découpage territorial, en fonction de votre adresse, vous dépendez d'un CMP et donc d'un hôpital. Et ça avait été fait au départ pour des bassins de 70 000 personnes. Donc il y avait une égale répartition sur le territoire des ressources, des ressources en soins, puisque c'était des bassins démographiques. Or, ces bassins, ils n'ont pas été révisés depuis les années 80. Et donc on fait face à une inégale répartition des ressources, avec certains secteurs géographiques. Donc... C'est aussi une particularité de la santé mentale d'être géographiquement Exactement, mais je pense que c'est une bonne chose d'un point de vue historique et même par rapport aux autres, parce que ça garantit que toute personne, elle dépend de quelqu'un, et donc ce n'est pas des professionnels qui, à chaque fois, disent « Ah, c'est pas pour moi, je suis déjà plein, etc. » Parce qu'effectivement, il y a quand même des maladies, des troubles psychiques qui sont extrêmement difficiles, très chroniques, à prendre en cours au long terme, des challenges pour les équipes. Et là, nous, en tant que professionnels de santé, on a un devoir de les prendre en charge parce qu'ils sont sur le territoire auquel on est affecté. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose pour éviter justement une marginalisation de certaines populations qui seraient des mauvais patients dont personne ne voudrait. Là, ça contraint. Mais par contre, il y a des territoires dans lesquels il y a 40 psychiatres pour 100 000 habitants et il y en a où il y en a moins de 9. Et donc c'est là où, en fait, on est un peu dans un système d'essoufflement, en fait. Mais ça ne veut pas dire que cette pensée du secteur, elle n'était pas bonne. Ça veut juste dire qu'elle nécessite des updates à mesure que la démographie évolue, en fait. Ça n'a pas été revu depuis au moins les années 80. Hugo, comment vous bossez les chercheurs en santé mentale? Parce que moi, tu me dis chercheur en santé, je pense à une blouse blanche dans un labo avec une pipette. À mon avis, c'est un énorme cliché, c'est plus compliqué que ça. Mais à quoi ça ressemble, dis-moi? Alors, il y a plein de façons de faire de la recherche différentes. D'ailleurs, ce qui est très riche au sein d'une équipe, c'est d'avoir cet aspect un peu translationnel, c'est-à-dire des gens qui font vraiment sur l'animal, avec ce que tu dis, un peu des choses très fondamentales, de la pipette, de la recherche en génétique, de la recherche sur des biomarqueurs, des choses très biologiques, et puis jusqu'à des gens qui vont parfois aller voir des patients, qui vont être juste dans l'inclusion avec les patients, et qui vont faire de la recherche clinique au sens très propre, parfois un peu plus proche de la médecine. Entre les deux, il y a plein de gens, et puis il y a d'autres pratiques, notamment celle que fait Astrid, plutôt de la recherche en épidémiologie sur des grandes bases de données. Donc il y a plein de façons de faire de la recherche. Moi, si je prends juste mon expérience personnelle, on ne fait pas très peu de fondamentales, très peu de préclinique. On va plutôt faire de la recherche avec les patients, c'est-à-dire avec... Ta spécialité étant les sciences cognitives. Les sciences cognitives. Donc, avec plutôt, par exemple, la passation de tâches expérimentales, où on va demander aux patients de faire des choix sur des chiffres, sur des choix alimentaires, sur des choix particuliers qu'ils doivent faire dans une situation donnée. Et on va voir un peu, en fonction des réponses, on va voir un petit peu les processus dont on parlait au début de génération de ces pensées qui sont présents. D'autres types de recherches, ça va être sur la génétique, avec des biomarqueurs de génétique, avec parfois des choses qui sont très microscopiques. Et ensemble, en fait, les équipes, elles permettent de répondre à des grandes questions de recherche en couplant un petit peu ces différents étages. Il faut imaginer un peu ça comme des étages d'un immeuble, des étages de description d'un même phénomène. On prend par exemple l'anédonie, le fait de manquer de plaisir dans la dépression, mais on peut le casser en plusieurs, on peut le décomposer en plusieurs étages. Un étage très biologique, un étage très génétique, un étage lié à la construction du cerveau, un étage lié à la façon dont les aires du cerveau communiquent entre elles, un étage lié à la façon dont les symptômes s'expriment, un étage lié à la façon dont ça se voit dans la société. On peut vraiment multiplier un peu comme ça ces niveaux de description. Et ça, c'est très riche de pouvoir faire ça. Toi, Astrid, sur quoi tu bosses? Alors moi, j'ai 3 axes de recherche. J'ai un premier axe qui est évaluation des thérapeutiques. Donc comment on fait pour démontrer un bénéfice ou au contraire des effets indésirables de traitements en psychiatrie. Donc les traitements sont très variés, comme on l'a dit. Il peut y avoir des médicaments, des psychothérapies, de la neurostimulation et maintenant des thérapies dites digitales. Et donc l'idée, c'est de développer des dispositifs de preuve qui ensuite permettent de prendre des décisions majeures qui sont: doit-on autoriser la mise sur le marché de tel médicament ou de tel dispositif? Doit-on le rembourser? C'est-à-dire, est-ce que nous, contribuables, on a envie, avec nos charges sociales, de payer pour ça? Il faut qu'on nous prouve que ça a une quelconque efficacité. Donc j'invente ces méthodes-là et ces dispositifs de preuve qui permettent de montrer l'efficacité. Mon deuxième axe de recherche, c'est un axe qui est sur la douleur psychique, qui est effectivement un symptôme... si je compare la douleur physique, tout le monde en parle, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde a dû le prendre chez soi quand il a mal, il en prend, c'est passé vraiment... c'est culturellement accepté de pouvoir dire qu'on a mal quelque part sans être jugé.
La douleur psychique, c'est autre chose. C'est-à-dire que pour l'instant, ce n'est même pas identifié comme étant un symptôme dans les classifications et on a du mal à le voir émerger. Donc ce qui m'intéresse là, c'est la perspective anthropologique et historique pour savoir comment ce symptôme a disparu en fait, de l'intérêt de la médecine au XXe siècle et ensuite essayer de le faire ressurgir en développant des outils cliniques pour pouvoir le prendre en charge de façon spécifique. Tu utilises le terme plutôt psychalgie, douleur morale? Non, j'utilise vraiment le terme de douleur psychique et c'est après pour éviter de retourner à l'ancienne clinique de la douleur morale parce qu'il y a une ambivalence entre le moral et la morale. Le mental parce que c'est comme pour... en fait, il y a une loi qui est passée en 2005 sur le handicap psychique qui distingue handicap psychique et handicap mental parce que mental, ça va souvent avec retard mental, ce dont les patients de la psychiatrie le plus souvent ne souffrent pas. Et tu disais quoi? Psychalgie. Donc ça, c'était un terme qui avait été inventé par Guillain, il me semble, en 1840, qui était un aliéniste belge. Donc c'était très spécifique à sa clinique à lui. Et je trouve que c'est un terme un peu compliqué par rapport à douleur psychique où c'est plus intuitif. Donc douleur psychologique me va aussi très bien. Mais psychologique, en fait, scientifiquement, ça relève d'un mécanisme. Or, je suis convaincue que la douleur psychique peut aussi naître d'une douleur physique. Donc voilà, ça c'est mon deuxième axe de recherche. Et mon troisième axe de recherche, c'est plutôt développer des plateformes en fait, parce que comme je travaille en santé publique, mon travail à l'hôpital, je suis aussi employée par l'hôpital, c'est de faire du support à la recherche pour les autres chercheurs et les cliniciens. Et donc parmi les plateformes que j'ai pu développer, il y a Compare Dépression. On a lancé Compare Pratique Addictive la semaine dernière. Donc l'idée c'est de structurer, donc Compare c'est pour communauté de patients pour la recherche. Donc, si vous avez vécu une dépression ou que vous vivez avec une dépression actuellement, vous pouvez aller sur compare.php.fr/dépression, vous inscrire. Et c'est une plateforme qui est vraiment user-friendly, dans laquelle vous répondez à 10 minutes de questionnaire par mois, en langage naturel, donc en racontant votre vie, ou en cliquant sur des questions. Et à partir de ça, nous, on définit les soins de demain. Donc cette plateforme, elle est accessible à tout projet de recherche sur fonds publics, bien sûr. Donc les données sont sécurisées, elles ne seront jamais revendues à des laboratoires pharmaceutiques, etc., etc. Ça reste dans le domaine de la recherche publique et c'est évidemment lié par un comité d'éthique, par le RGPD, etc., etc. Tout à l'heure, tu parlais de la preuve scientifique dans le domaine de la recherche. Et j'ai vu des gens dans le chat qui étaient un peu dubitatifs, qui disaient « Ouais, en matière de psychologie, la preuve scientifique, bof ». C'est faux. Toi, tu évalues l'efficacité des médicaments. C'est ton boulot. Oui, c'est mon job, en fait. Comment on évalue ? En plus, je suis un peu internationalement reconnue là-dessus. Donc l'idée, c'est vraiment de dire... c'est les essais contre placebo, quoi. C'est-à-dire que je prends un bras, je prends 200 personnes d'un côté, 200 personnes de l'autre. Il y en a 200 qui prennent un médicament, 200 qui prennent un placebo. Personne n'est capable de savoir ce qu'il prend. À la fin, s'il y en a 50% qui sont guéris d'un côté et 0 de l'autre, c'est clair, il y a un effet. Il y a une preuve. Oui. Et c'est randomisé, ça veut dire que les populations sont toutes choses égales par ailleurs, outre la prise du traitement. Après, une difficulté supplémentaire, c'est de dire, maintenant, comment on fait pour l'efficacité des psychothérapies? Donc là, c'est comment on arrive à mettre les gens en aveugle du fait qu'ils reçoivent un placebo de psychothérapie, comment on développe un placebo de psychothérapie, mais c'est pas du tout un problème qui est propre à la psychiatrie. Les kinésithérapeutes, ils ont la même chose, les chirurgiens, ils ont la même chose, et pourtant personne ne dit « ah bah oui, mais la chirurgie, les preuves scientifiques, c'est moyen ». Donc encore une fois, on est dans les clichés sur le côté virtuel de la psychologie. Et surtout, en fait, c'est très... Mais je pense qu'au fond, c'est quand même un enjeu narcissique de l'espèce humaine de se dire... Quand même, on ne peut pas percer le mystère de ce qui fait, nous, notre humanité, notre être-humanité par rapport au reste de nos banals organes ou des animaux ou de whatever, quoi. Donc non, il faut s'astreindre à penser la preuve scientifique, y compris pour les troubles psychiques. Et c'est seulement cette exigence-là qui fera qu'on arrivera à améliorer le niveau de soins et qu'on ne laissera pas les gens sur le côté ou qu'on ne les poussera pas dans les bras des charlatans. Parce que ça, on n'a pas encore parlé, mais il y a aussi... une espèce de bulle d'inflation de tout un tas de choses autour de la santé mentale. Alors c'est très bien qu'on en parle, etc. Mais aussi ça fait... ça alimente... Il y a des charlatans, il y en a notamment beaucoup sur Internet, du développement personnel, ce genre de conneries. C'est un truc que tu dénonces ? Alors, moi, ce que je dénonce, c'est l'abus des personnes vulnérables. Je pense qu'on est tous autour de cette table d'accord avec ça. C'est-à-dire que quand j'ai un trouble psychique ou que j'ai un cancer, je suis ultra vulnérable, je suis face à la mort, je suis face à mes incapacités, à mes difficultés, à ma peur d'être rejetée de la société. Donc je suis prêt à tout pour me réintégrer, pour tout faire. Et je suis vraiment prêt à tout, y compris à faire des choses qui vont me ruiner, me blesser, etc. Mais du temps que quelqu'un me vend un peu d'espoir.
Et donc, si on laisse la place comme ça à la pullulation de choses ou des gens, enfin, tu as dû en voir, on en a vu, des patients qui font des choses, mais c'est inimaginable, qui allaient danser là, des trucs dans des champs de lavande, à se faire violer à la fin de la soirée à des jeunes filles de 16 ans. Enfin, j'ai eu des patientes comme ça, c'était... Voilà, donc... Quel enfer. Mais oui, mais en même temps, elles étaient... Enfin, voilà, il faut juste que nous, professionnels de santé, on occupe le terrain dans ce domaine-là et qu'on dise... On peut pas... Nous, on ne fait pas de fausses promesses, en général. C'est ça, en fait. En tant que médecin, on ne peut pas dire « Venez, je vais vous guérir ». Non, parce qu'on connaît la limite de notre art, en fait. Et ce qui doit mettre la puce à l'oreille, c'est quand les gens disent « le secret pour se guérir de ça, c'est X ». Ça, c'est pas possible. Parce que c'est jamais du 100%, y compris pour les thérapies qui marchent très bien dans d'autres disciplines et en psychiatrie. Valérie, quand tu entends ça, tu te dis « il faut faire la sensibilisation ». Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais je rebondis sur ce que disait Astrid et je me dis que même quelqu'un d'averti, même avec un léger fond scientifique, tu parlais de la preuve scientifique, dans un moment comme ça, c'est vrai qu'on perd un peu son côté rationnel et on est prêt à suivre n'importe qui nous promet bons et merveilles. C'est ça qui est dangereux. Poser, c'est quand quelqu'un leur dit « prends ça, ça va t'aider pour la dépression », c'est de dire « est-ce que tu as la preuve de ce que tu avances ?» Et donc nous, en tant que médecin, on peut dire, oui, il y a eu des méta-analyses qui incluent 512 et 521 essais de la dépression sur soit plus de 200 000 personnes et qui montrent qu'en moyenne, 30% des gens vont répondre. Ah ben 30%, c'est pas beaucoup. Oui, mais en fait, quand on est du bon côté, on est déjà content. Après, à la deuxième ligne, on est dans 60%. À la troisième ligne, on est à 70%. Et après, on passe dans la dépression résistante où on sort d'autres outils que les médicaments. C'est vrai qu'il y a des gens qui font dans le chat qui font le lien avec la période Covid où là on n'a pas été très brillants collectivement sur à qui on a donné la parole dans les médias, tout ça. Disons que en termes de charlatanisme là aussi. La dynamique de production des connaissances n'était pas la même. Et c'est pour ça que le travail d'Astrid est très précieux parce qu'elle vient prendre un peu tout ce qui a été fait, tout ce qui est en cours, et puis le transformer un peu pour renforcer le niveau de preuve. Et ça, c'est quelque chose qui pour les cliniciens est très précieux parce qu'on a une littérature scientifique qui est très riche. On n'a pas le temps de tout lire, c'est pas possible. Il y a beaucoup plus d'articles que de capacités cognitives pour les découvrir. Sur ce sujet-là, est-ce que tu dirais que la France est en retard ou plutôt Non, alors je pense que sur le sujet du niveau de preuve et de l'évaluation des preuves, etc., en France, toutes disciplines confondues, on est plutôt bon. Et on a même des laboratoires qui sont un peu leaders dans le domaine de la synthèse d'évidence, de la recommandation, etc. Par contre, en psychiatrie, pour l'instant, oui. Moi, mon ambition, c'est d'arriver à créer une unité de recherche sur cette thématique de l'évaluation des traitements en psychiatrie, clairement. Donc là, je suis encore jeune. Il me faut 5 à 10 ans pour arriver à monter une unité dédiée à ça. C'est-à-dire qu'il faut que je forme des gens qui sont eux-mêmes psychiatres à toutes ces techniques scientifiques-là et qu'ensuite, on réfléchisse à comment on arrive à adapter tout ce qui est fait dans les autres disciplines parce qu'on ne part pas de rien. Et en fait, beaucoup a déjà été fait. Il faut qu'on remette les pièces bout à bout et qu'on arrive à faire tenir ça pour la psychiatrie en tenant compte de tous les traitements disponibles, donc pharmacologiques et non pharmacologiques, et en s'adaptant aussi aux nouvelles technologies qui arrivent. Par exemple, des thérapies digitales fondées sur l'intelligence artificielle, typiquement. Comment on évalue ça? Parce que la thérapie à un temps T, elle n'est plus la même qu'à un temps T+3. Donc là, il faut qu'on trouve des dispositifs d'évaluation qui soient un peu dynamiques. Et c'est un challenge. Et ça se fait pas en un an. Oui. Valérie, ça représente combien d'argent mobilisé par la Fondation pour la recherche médicale en santé mentale? En santé mentale, chaque année, c'est une quinzaine de projets pour 2 millions d'euros, en gros. D'accord. Très exactement, depuis 2014, c'est 157 projets pour à peu près 24 millions d'euros. Depuis 2014, en 10 ans. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est peu au regard des besoins. Vous devez recevoir beaucoup des demandes des projets quand vous n'avez pas la projet. Oui, et quand on voit aussi, au regard de tous les enjeux qu'on vient de balayer, l'investissement en recherche en psychiatrie, c'est rien du tout. J'ai lu que ça représentait 4% du budget de la recherche en psychiatrie, de la recherche biomédicale, tout compris, public et caritatif, que 4%. Et pourtant, il faut donner, il faut soutenir parce qu'il y en a besoin, on le dit depuis tout à l'heure. Mais Valérie, est-ce que tu aurais quelques exemples à nous donner de projets de recherche en santé mentale que vous soutenez? Alors déjà, je suis très personnellement et au nom de la Fondation super fière d'avoir mis le pied à l'étrier d'Astrid. Et c'est très très chouette d'avoir contribué à ce que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Et
j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. Alors, des exemples précis, sur la schizophrénie notamment. Oui, j'en ai. On finance pas mal de choses sur l'origine des maladies. Ça, c'est comprendre l'origine des maladies, les composantes génétiques, les composantes environnementales, les facteurs de risque, mais aussi les facteurs protecteurs. Et ça, c'est important parce que c'est la plupart du temps des très multifactoriels. Et puis, beaucoup de choses sur les biomarqueurs pour diagnostiquer plus précocement et mieux. Et puis également des biomarqueurs qui permettent de suivre l'évolution de la maladie. Ça, c'est, voilà. Et un autre axe aussi fort que l'on soutient, c'est tout ce qui est étude du fonctionnement du cerveau à toutes les échelles, au niveau moléculaire, cellulaire, au niveau davantage intégré, et ça c'est ton domaine, Hugo, de manière à identifier des cibles, des molécules qui pourront devenir peut-être demain la cible pour développer de futurs médicaments. Là, on est sur le volet accompagnement médicamenteux. Et effectivement, un exemple, c'est un projet. Alors, c'est une équipe de recherche qui est à Montpellier, qui travaille, le porteur de projet, et travaille depuis plus de 40 ans sur ce qu'on appelle un neurotransmetteur, qui est en fait une molécule qui permet le dialogue entre les neurones, qui s'appelle le glutamate. Et ils ont travaillé des dizaines d'années sur le fonctionnement de... Voilà. Et il y a quelques années, ils ont montré qu'il y avait une dérégulation du fonctionnement de ce neurotransmetteur dans la schizophrénie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc, on l'a accompagné sur ce volet de recherche dite fondamentale, d'études des mécanismes, voire même préclinique. Et là, on accompagne cette équipe dans la valorisation de ces résultats, c'est-à-dire comment transformer cette idée, cette preuve de concept qu'ils ont fait chez l'animal en un futur médicament. Donc, c'est l'équipe de Jean-Philippe Pain et qui, en fait, était en train de développer des tout petits anticorps. Alors quand je dis petits anticorps, c'est vraiment des petits anticorps, parce que ce sont des anticorps développés chez le lama. Alors pourquoi le lama? Parce que les camélidés, dont le lama et le dromadaire, ont des anticorps beaucoup plus petits que nous. Et ces anticorps sont capables de passer la barrière hémato-encéphalique et passer directement dans le cerveau. Et il a montré que ces anticorps qui en fait cherche à rétablir le fonctionnement du glutamate dans le cerveau, dans un modèle de souris soumise à un certain stress, etc., eh bien, ça les remet d'aplomb. Et là, donc, on l'accompagne dans ce qui pourrait être demain peut-être une piste de traitement pour la schizophrénie. Voilà. D'accord. De compréhension mécanistique aussi. De compréhension mécanistique, tout à fait. Après, j'ai d'autres exemples, projet sur l'anorexie mentale, à la recherche de biomarqueurs avant que les patients et les patientes tombent dans la maladie qui est super dure à soigner, et en visant notamment le circuit de la récompense, parce que ça, c'est aussi une hypothèse extrêmement... C'est même plus qu'une hypothèse maintenant, mais que l'anorexie mentale, une fois qu'elle se met en place, eh bien... ça reviendrait en fait à une espèce d'addiction à la restriction alimentaire et également à l'activité physique. Projet sur le burn-out, on en a parlé tout à l'heure. Là, c'est un projet de mise au point de modèles mathématiques qui reproduit en fait la fonction du cerveau qui d'ordinaire sert à évaluer l'effort à fournir pour réaliser une tâche et qui semble dysfonctionner en cas de burn-out. Avec l'objectif de développer un outil, des vrais tests qui seront testés en vie réelle, et pour essayer de déceler des petits indices, en tout cas, dans le comportement, etc., des personnes, pour pouvoir, identifier des personnes à fort risque de développer un burn-out. Merci beaucoup à toutes les personnes dans le chat qui commentent depuis tout à l'heure, qui débattent, qui discutent. On ne va pas pouvoir poser des diagnostics, les amis. On est dans un chat Twitch, vous vous doutez bien. Mais vos questions sont passionnantes et elles nous nourrissent. Merci beaucoup Valérie. On te retrouvera un petit peu plus tard dans l'émission pour conclure et reparler de la FRM. On a une vidéo à regarder sur un projet de recherche sur la schizophrénie dont tu as parlé. On le regarde et on en parle juste après.
Cette pathologie, elle est connue pour ses effets d'hallucination, mais également d'autres effets qui sont plus sur le côté cognitif et d'humeur. Les maladies mentales ont été beaucoup délaissées ces 20-30 dernières années, pour plein de raisons. La première, c'est qu'il y a finalement très peu de nouveaux médicaments qui agissent sur le cerveau qui ont pu être validés et mis sur le marché, ce qui évidemment a des conséquences économiques pour les industriels qui, du coup, sont beaucoup craintifs de travailler sur des projets qui ciblent le cerveau. Mais pour ouvrir ces portes, il faut aussi améliorer notre connaissance des pathologies, des mécanismes à la base des pathologies, de façon à identifier des nouvelles cibles sur lesquelles peuvent agir des médicaments, que ce soit des petites molécules ou des anticorps, comme nous espérons les développer. Donc c'est pour cela que la recherche médicale, la recherche fondamentale sont indispensables pour apporter ces nouveaux éléments qui vont permettre de mieux cibler les mécanismes à la base de ces pathologies. En fait, ce qui m'a amené à travailler sur la schizophrénie, c'est que je travaille sur le système de neurotransmetteurs glutamate depuis 40 ans maintenant. Et on s'est aperçu que certaines des cibles par lesquelles agit le glutamate sont des cibles intéressantes pour améliorer les symptômes des patients schizophrènes. Ces cibles sont des cibles que nous avons découvertes ici dans ce laboratoire en 1984. Et en fait, l'approche que nous, on a voulu tester, c'est une approche avec des anticorps. Vous savez qu'il y a de plus en plus de pathologies qui aujourd'hui sont soignées en utilisant des anticorps, en particulier dans le domaine du cancer. Mais il y a une possibilité de développer des anticorps pour agir au niveau du cerveau. Donc notre pari a été de rechercher des anticorps capables d'agir sur ces cibles du système glutamatergique dans le but d'espérer pouvoir corriger les déficits observés chez les patients schizophrènes. Pour le moment, ce que nous avons validé, c'est des anticorps qui ciblent un des déficits du système glutamatergique. Et l'objectif du programme actuel, c'est d'avoir des anticorps qui vont corriger les deux déficits du système glutamatergique simultanément. Donc de cette façon-là, on espère avoir des effets beaucoup plus probants et donc encore plus efficaces comparés aux antipsychotiques actuels. Donc il y a encore un gros travail de mise au point et de validation de l'approche. Alors, je dois vraiment remercier la Fondation pour la recherche médicale qui a soutenu au départ notre projet de recherche fondamentale au travers de financement équipe FRM. Et depuis cette année, nous soutient dans le programme de valorisation de la thérapie innovante que nous voulons proposer pour traiter les aspects de la schizophrénie qui ne sont pas encore traités aujourd'hui par les antipsychotiques. De retour sur le plateau de votre émission de Checkpoint spéciale santé mentale, on le disait dans le cadre de la mobilisation cette semaine de la Fondation pour la recherche médicale. Aujourd'hui, mardi, on s'intéresse à la dépression. On voulait faire un focus sur la dépression avec mes deux invités, Hugo et Astrid, tous les deux chercheurs et chercheuses en santé mentale. Dans le chat, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, parce qu'on en a déjà parlé, qui sont concernés par la dépression. Si vous pouvez nous donner vos témoignages, nous dire un petit peu ce qu'il en est pour vous. Je vais vous poser la question la plus générique possible. De quoi on parle quand on parle de dépression? Ça désigne quoi, Hugo? Alors c'est un terme justement qui est souvent mal utilisé, où on a l'impression de bien connaître la dépression. Et en fait, les symptômes, ils sont parfois pas reconnus, ou même par les soignants. C'est quelque chose qui est bien caractérisé en termes sémiologiques. Alors on a des symptômes qui sont à la fois avec une hausse du négatif, c'est-à-dire une augmentation de la tristesse, de la douleur morale dont parlait Astrid tout à l'heure, ou une baisse du sentiment un peu positif, une baisse de la capacité à avoir des désirs, à ressentir du plaisir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'anédonie. Il faut qu'il y ait l'une de ces deux choses, et parfois, on a des dépressions qui sont sans tristesse. Ça, c'est un énorme piège, un premier piège qu'on peut citer. Il y a des gens qui vivent une vraie dépression, mais qui ne ressentent pas forcément de tristesse, qui ne pleurent pas forcément, ce qui va un peu à contre-courant des représentations qu'on peut en avoir. En plus de ces deux symptômes qui sont des symptômes cardinaux, on a une myriade de symptômes qui touchent le corps, la pensée, les fonctions un petit peu qu'on dit instinctuelles. Très souvent dans la dépression classique, une anorexie, mais il peut y avoir aussi une hyperphagie, donc la tendance à trop manger.
une insomnie, mais il peut y avoir aussi l'hypersomnie. Le ralentissement, c'est-à-dire que les mouvements et la pensée sont ralentis. Les mouvements, d'un seul coup, deviennent très ralentis, comme si le sujet était un peu figé. Et puis une asthénie, une fatigue très profonde, qui est assez piégeante, parce que c'est une fatigue qui ne s'améliore pas au repos. Vous êtes fatigué dans la journée, vous rentrez le soir, vous allez vous coucher, votre fatigue, elle va s'améliorer. Pour le sujet déprimé, plus il va se coucher, plus il va se reposer, plus la fatigue, elle va empirer. C'est en fait une fatigue qui empire au repos, ce qui est assez étrange aussi. On a après des troubles qui touchent les fonctions qu'on dit neurocognitives, c'est-à-dire la façon dont on génère notre pensée, donc la mémoire par exemple, des troubles de la mémoire, des troubles exécutifs et des troubles de l'attention. Des troubles qui vont être liés au contenu des pensées, avec notamment ce qu'on appelle des croyances dépressives, des croyances sur soi-même qui sont négatives, la dévalorisation sur l'avenir, sur les autres, la sensation d'être rejeté, la sensation de culpabilité aussi qui peut être un peu parfois irrationnelle, donc vraiment une modification comme ça de ce contenu cognitif. Et le symptôme qui est le plus grave, qui est le plus important en termes de comportement, ce sont les idées suicidaires qui peuvent survenir un peu comme une espèce de queue de comète de ces autres symptômes, avec plein de motivations, plein de justifications pour les patients. Parfois, c'est une douleur morale trop importante, une douleur psychologique trop importante, qui va nous pousser à avoir des idées suicidaires un peu antalgiques pour enlever cette douleur. Parfois, c'est pour enlever un poids sur les proches, des idées suicidaires un peu altruistes comme ça, pour essayer, on se dit, bon, je pèse trop sur mes proches, donc je vais enlever le poids. Parfois, c'est par le désespoir. On se dit, il n'y a plus d'espoir pour moi dans l'avenir, donc finalement, je préfère me suicider plutôt que vivre dans cet avenir qui est totalement vide. Donc vous voyez, il y a plein de formes possibles, et de symptômes, et de manifestations de la dépression. Combien de personnes en souffrent? Tu saurais le dire, Astrid? Oui. Alors après, on pourra discuter, parce qu'en épidémiologie, en général, on ne donne pas un chiffre, on donne une tranche de chiffres. Donc en France, c'est autour de 12% de personnes sur 12 derniers mois. Hein. Donc ce n'est pas à intenter, c'est sur les 12 derniers mois, on estime qu'il y a à peu près 12% des personnes qui auraient fait un trouble dépressif. Après, ces chiffres, ils sont, à mon avis, un peu à pondérer, parce que l'échelle qui a été utilisée pour mesurer ça est très très sensible. Donc ça veut dire qu'il y a probablement des faux positifs. Mais je pense que garder en tête que ça varie entre 6 à 12%, c'est important, et ça en fait une maladie en fait fréquente. C'est une maladie en fait assez fréquente. Tu le disais tout à l'heure, elle ressemble aussi à des sautes d'humeur. Elle peut aussi être mal diagnostiquée parce qu'on culpabilise aussi, on le disait tout à l'heure. C'est une maladie qui souffre de ce côté un peu anodin, parfois un peu ordinaire. On se dit, ah, bah, tu fais une petite dépression. Alors qu'en fait, elle a des conséquences aussi dramatiques. Grave. Alors notamment parce que je voulais parler de ces symptômes, qui sont encore une fois la partie très émergée de l'iceberg, ce qu'on voit, ce qu'on observe de la dépression. Et la dépression, en fait, une fois qu'elle est là, elle va créer un peu des conséquences qu'on dit un peu rhizomatiques, une sorte de morbidité qui vient rentrer un peu comme ça dans la structure conjugale, au sein du couple, familiale, au sein de la vie professionnelle, qui vient fragiliser un petit peu toutes les fondations sur lesquelles on bâtit nos vies du quotidien. Et donc parfois, on peut faire une dépression et avoir des conséquences comme ça qui sont un peu inattendues, 10 ans, 5 ans après cette dépression. Et ça, il y a une morbidité sociétale aussi qui est mal évaluée. On sait notamment en termes de trajectoire de vie familiale, professionnelle, on a une morbidité de chaque épisode dépressif. Ça, c'est pour le côté sociétal. Et puis une morbidité aussi cérébrale. C'est-à-dire qu'on sait que chaque épisode dépressif fragilise aussi, abîme un petit peu la structure du cerveau. Et notamment, ça augmente la toxicité, un peu la neurotoxicité au niveau cérébral. Une dépression qui dure longtemps, c'est un cerveau qui vieillit un peu plus. D'où l'intérêt aussi de traiter assez tôt ces troubles et de savoir les reconnaître, savoir les prendre en charge. Tu parles de traiter tôt et de les reconnaître. Justement, j'ai hâte de vous poser la question à tous les deux. Comment est-ce qu'on détecte cette maladie ? Alors en fait, je pense qu'il y a comment on détecte pour soi et surtout comment on détecte pour les autres, parce que je pense que les deux sont très importants. Comment on détecte pour les autres, c'est à partir du moment où on se dit que la personne, c'est comme si elle changeait de caractère, on ne la reconnaît plus. Quand on se dit ça dans notre vie pour un frère, une sœur, un ami, un conjoint, il faut se poser la question d'un trouble psychique, parce que souvent, les gens ne changent pas de caractère comme ça dans leur vie, ou ils ne s'amusent pas à changer de personnalité. C'est qu'il y a un processus probablement de l'ordre d'un trouble psychique qui vient, et donc il faut en parler avec la personne en disant, tu sais, je trouve que tu as changé sur ces derniers mois, je ne te reconnais plus, avant tu faisais ci, ça, tu étais comme ci, comme ci, comme ça. Maintenant, pour la dépression, c'est tu n'as plus envie de sortir, je vois que tu manges moins, tu as l'air de plus prendre plaisir aux choses, tu as du mal à aller travailler, etc. etc. Est-ce que tu veux qu'on aille voir ensemble un médecin? Est-ce que tu veux que je t'aide à prendre un rendez-vous? Parce que c'est souvent ça qui est impossible quand on est en dépression. Donc le rôle de l'aidant, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dire, est-ce que je peux t'aider à prendre rendez-vous, t'amener, coordonner tes soins, aller acheter tes médicaments ou t'emmener chez le psychologue, ou est-ce que tu as besoin que je te dépanne financièrement pour te payer quelques séances de psychothérapie, parce qu'il y a effectivement un programme de remboursement, mais qui est très mal remboursé, très limité, etc., etc. Pour soi-même, c'est très difficile, parce que, y compris quand on est psychiatre, parfois on peut avoir du mal à s'en rendre compte. Parce qu'en fait, c'est tellement un processus intime
de modification de la pensée, de modification des émotions. Pour certaines personnes, c'est très brutal et ça, c'est facile à s'en rendre compte. Mais pour la plupart des personnes, ça s'installe de façon insidieuse. C'est un glissement. C'est un glissement. Et donc, à part arriver à un moment donné des idées suicidaires où là, certaines personnes se disent « Tiens, mais pourquoi j'ai ce genre d'idée alors que j'avais jamais eu ça dans ma vie auparavant ?» Ça peut faire ce côté warning. Des attaques de panique aussi, qu'on n'en avait jamais fait. Souvent, ça amène aussi à consulter. Mais sinon, c'est vraiment très, très difficile à s'en rendre compte soi-même. C'est très important ce que dit Astrid, parce qu'il ne faut pas oublier que notre cerveau génère la réalité dans laquelle on vit, c'est-à-dire la perception qu'on a du monde, la façon dont je vois les autres, dont j'interagis avec eux, dont je me comporte. Quand on a un trouble psychique, la dépression en particulier, mais tous les autres troubles aussi, eh bien, cette relation au monde, elle va être perturbée. Et quand c'est de façon un peu chronique, parfois on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on a des biais un peu de perception du monde extérieur. On sait que par exemple les patients qui sont déprimés, ils voient les couleurs du monde extérieur de façon un peu plus terne que les autres. Ils voient moins les expressions émotionnelles sur les visages. Ils voient moins les sourires. Ça, c'est des choses qu'ils ne perçoivent pas et dont ils ne sont pas forcément conscients. Et ils ont l'impression que le monde devient un petit peu terne, devient un petit peu sombre comme ça. Alors le monde n'est pas forcément très joyeux, le monde actuel, mais ils ont encore une amplification de ce phénomène-là. Et donc ils glissent vers quelque chose qui est un état dépressif sans forcément s'en rendre compte. Le plus pernicieux, je trouve, c'est quand on est en dépression comme ça, on a l'impression qu'en fait, on vient d'ouvrir les yeux sur ce qu'est le monde réellement. Donc il y a une espèce de fausse impression de lucidité. Comme si avant j'étais heureux, mais en fait j'avais tort. Parce qu'en fait je ne voyais pas que le monde c'était à ce point-là de la mer. Voilà. Et moi je vois, et oui vous pouvez être heureux, mais c'est parce que vous ne voyez pas encore comment c'est la noirceur du monde, etc. Ça, c'est quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle le réalisme dépressif. Exactement. Qui avait beaucoup été étudié, notamment quand on étudie les croyances dépressives. On se rend compte que, notamment, la façon dont, quand on est déprimé, on met à jour nos croyances et dont on utilise des informations qui viennent du monde extérieur pour transformer nos propres croyances. Par exemple, si les croyances sur l'avenir, est-ce que je vais souffrir d'une maladie, est-ce que je vais vivre des choses heureuses, etc. Les sujets qui souffrent de dépression, ils ont tendance à être un tout petit peu plus réalistes, c'est-à-dire à moins se surcoter, et à moins utiliser des informations très positives dans la mise à jour des croyances. Alors que nous, on est un peu protégés de ce biais-là, on a tendance à, quand on a des informations qui nous sont défavorables, à les oublier, et quand on a des informations qui sont favorables, à les prendre et à encoder ces informations pour transformer un peu nos croyances. Donc il y a une forme de réalisme qui est un peu pernicieux, comme dit Astrid, parce que ce réalisme, il est quand même très faussé par rapport à la réalité du monde. Il peut parfois avoir un peu des explications un peu métaphysiques comme ça, avec une sorte de métaphysique un peu étrange de la dépression. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit « J'ai mis plus de 10 ans avant d'aller consulter un médecin pour la dépression. Je ne l'aurais jamais fait sans l'aide d'un ami. » C'est ça. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Quand on est un proche, quand on constate chez quelqu'un un changement de comportement et qu'on suspecte, ne pas hésiter à l'accompagner jusqu'au rendez-vous si nécessaire, mais au moins à la prise de rendez-vous. Une autre question dans le chat qui vous demande, est-ce qu'il y a une proportion plus importante chez les jeunes ? Oui. Alors, en fait, ce qui s'est passé avec le Covid et le confinement, c'est qu'il y a une génération de jeunes qui, on sait, à cet âge-là, doivent se socialiser par les pairs, c'est-à-dire qu'en fait, ils grandissent en se séparant de leurs parents par fréquenter des gens de leur âge. Elle a été privée de ça en fait, pendant une période assez longue. Et donc ça a probablement contribué au fait qu'il y a eu temporairement à ce moment-là, effectivement, une aggravation, notamment des tentatives de suicide, on l'a vu avec les passages aux urgences qui avaient été augmentés. Alors, la réalité actuellement chez les jeunes, il faut faire très attention à ne pas avoir, notamment quand on est épidémiologiste, des paroles qui sont performatives, c'est-à-dire qui créent ce qu'on est en train de dire. Donc, les enquêtes de prévalence sur la dépression, elles sont compliquées, parce que comme on l'a dit, il n'y a pas un biomarqueur ou un relevé en biologie, on pourrait dire ça c'est 100% sûr, c'est une dépression. Donc, comment on fait ? On fait passer des échelles de psychométrie qui sont un ensemble de questions. À la fin, on calcule un score et on se dit, on estime que la prévalence, c'est tant. La plupart de ces échelles n'ont pas été conçues pour ça initialement. Elles ont été conçues pour dépister des dépressions, mais dans des contextes cliniques, c'est-à-dire dans une population dans laquelle la probabilité d'avoir une dépression était déjà plus élevée. La conséquence de ça, c'est que ces échelles, elles vont surestimer la prévalence de la dépression. Deuxième chose, c'est que conclure à une dépression, théoriquement, ce n'est pas possible si on n'a pas fait un entretien médical. Ce qu'on peut dire, c'est que les échelles qu'on utilise, elles montrent une augmentation de symptômes dépressifs. Mais les symptômes dépressifs, ils sont assez aspécifiques. On peut les rencontrer dans le stress post-traumatique, dans les troubles anxieux, dans la schizophrénie, dans plein d'autres troubles psychiques. Donc ce qu'on peut dire globalement avec des enquêtes qui disent augmentation de plus de X% des symptômes dépressifs, c'est qu'effectivement, on a un signal qui montre que les jeunes déclarent plus, parce qu'aussi, il faut bien voir historiquement, c'était quoi l'acceptabilité. Enfin, voilà, il y a toujours ça à prendre en compte, de dire, c'est comme les enquêtes sur la sexualité, je la parole s'est un peu libérée. Et voilà, donc est-ce qu'on n'est pas dans un phénomène, et aussi, de ce troisième niveau de lecture, mais ça, quand on fait la sociologie politique, on le sait bien, c'est l'instrumentalisation de l'enquête par les gens. Il ne s'agit pas de dire que les gens mentent,
mais on va par exemple transmettre aussi une inquiétude sur le monde, sa vie, le futur, etc., par le biais d'enquêtes qui sont au départ des enquêtes sanitaires. Donc tout ça, ça n'a pas été bien étudié, mais en tout cas moi en tant qu'épidémiologiste, c'est des questions que je me pose. C'est-à-dire que je me pose la question de savoir est-ce qu'on peut vraiment superposer toutes nos enquêtes comme ça, historiquement, sachant que le contexte a changé et qu'il y a une forme de psychologisation en fait, culturelle. En fait. C'est-à-dire que maintenant, beaucoup de gens s'approprient des concepts culturels et parlent de ce qu'on appelle, je dirais ça mal-être, mais c'est déjà un concept psychologique, mais avec des outils de la psychologie. Deuxièmement, est-ce que c'est pas comme un sondage d'opinion ou un sondage pour qui vous voulez voter? On sait très bien que les gens ne disent pas forcément pour qui ils veulent voter, mais ils manifestent une opinion pour faire poids sur la puissance publique. Et troisièmement, est-ce que ces outils-là qu'on utilise pour ces enquêtes de prévalence sont les meilleurs possibles, notamment chez ces populations très jeunes? Ils n'ont pas forcément été étalonnés pour ces gens-là. Est-ce que c'était pour la population générale ou pour des populations cliniques? Enfin, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, en fait. Comment il y a quelqu'un dans le chat qui demande est-ce qu'il existe un livre must-have, court et clair pour un néophyte qui explique ce processus cognitif qu'est la dépression? Alors, un livre must-have, ce serait compliqué. On peut renvoyer à pas mal d'écrits anciens. Moi, j'aime beaucoup Aaron Beck, par exemple, historiquement. Voilà, on a des phénomènes. C'est pas grand public. C'est pas grand public, mais on a. Alors, il a quand même écrit des articles qui sont très accessibles, mais et puis c'est quelqu'un qui a une belle plume. C'est un psychiatre américain qui est mort l'année dernière, qui était un grand monsieur justement de la psychiatrie et des TCC, à l'origine des TCC, et aussi à l'origine de tous ces concepts un peu sur le contenu des cognitions, c'est-à-dire le contenu de cette pensée. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la fois au contenu, mais aussi à tous ces processus, tout ce chemin qui finalement a amené à ce contenu. Et ça, c'est très important pour la dépression. Moi, je n'aurais pas de livre comme ça. Je pense que là, si les gens veulent lire quelque chose en français, un livre qui leur explique un peu ce qu'est la dépression, il faut regarder du côté de psychiatres contemporains là, français, de la place française, qui s'appellent David Gourion, Antoine Pellissolo. C'est des gens qui ont écrit des livres sur la dépression qui sont faits, qui sont psychiatres eux-mêmes, qui consultent, qui voient des patients tous les jours et qui sont faits pour expliquer facilement comment s'en sortir. Ouais, côté patient, je peux vous recommander un livre qui m'a aidé à l'époque, qui s'appelle Rester en vie, publié par Matt Haig et qui témoigne de la tentative de suicide et tout. Et ça, voilà, c'est un bouquin qui peut aider une personne concernée. Exactement. Alors ça, typiquement, nous, ce qu'on fait dans Compare Dépression, on fait avec chaque mois une actualité avec un ouvrage littéraire qui est un témoignage de quelqu'un qui a vécu une dépression. Donc ça peut être sous forme d'une BD, ça peut être sous forme d'un récit, d'un roman, etc. Donc c'est accessible à tout le monde. Si vous allez sur la plateforme Compare, vous êtes dans la rubrique Actualité. Donc là, j'en ai publié une, c'est Anne Reva, qui s'appelle L'intime étrangère, où elle raconte aussi un épisode de mélancolie délirante. Et effectivement, dans la littérature, et c'est très riche, il y a énormément de témoignages de personnes qui ont vécu des dépressions et qui à la sortie de l'épisode, parce qu'on ne peut pas écrire quand on est trop malade, bien sûr, mais ont décidé de transformer cet épisode qui était cataclysmique dans leur vie en un ouvrage littéraire. Donc il y a toute une série d'ouvrages littéraires sur le sujet. Comment ça se diagnostique, la dépression, et comment ça se soigne ? Hugo. Comme le disait Astrid, donc il y a des outils diagnostiques qui sont possibles, des outils psychométriques, mais c'est quand même un diagnostic clinique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un médecin, de préférence quand même un psychiatre, mais ça peut être fait par tout médecin, un médecin généraliste notamment, c'est le premier pilier pour le diagnostic, qui va vraiment mettre en évidence 5 symptômes, parmi ceux que je vous ai montrés, dont on a parlé juste avant, avec obligatoirement un des symptômes cardinaux, c'est-à-dire cette tristesse, cette baisse du sentiment, une augmentation du sentiment négatif, ou cette anédonie, cette baisse du sentiment positif. Il faut qu'il y ait l'une de ces choses-là, plus les 5 symptômes, pendant 15 jours, qui est le critère temporel pour vraiment parler de dépression. C'est court, 15 jours, c'est pour ça qu'on parlait un peu de ce trouble-là, qui est un trouble aussi de l'ordinaire, qui est un trouble que beaucoup d'entre nous avons déjà vécu ou allons vivre dans notre vie. Et parfois aussi, il faut un peu dédramatiser, notamment les formes légères de dépression, bien prises en charge, avec un accompagnement. C'est des troubles qui ne vont pas rester, qui vont être une étape de vie, qui vont être un moment comme ça dans notre récit, une petite coupure dans le récit. Ce qui est embêtant, c'est quand ce n'est pas diagnostiqué, ou quand ça devient résistant, ou quand il y a bien sûr des comportements suicidaires. Alors tu dis justement quand c'est bien traité, c'est quoi les traitements de la dépression ? Alors ça dépend de l'intensité de la dépression, ça dépend aussi des ressources auxquelles on a accès. On dit que pour les dépressions plutôt d'intensité légère, on peut parfois ne pas avoir l'utilisation des antidépresseurs, donc des molécules pharmacologiques, et un accompagnement psychothérapeutique, un changement parfois des conditions de vie qui peuvent être un petit peu liées à cette dépression. Ça peut suffire. Ça peut faire des dépressions légères, oui. Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est que la dépression, ça c'est quelque chose qu'on répète, qui parfois n'est pas forcément compris. La dépression, naturellement, elle évolue vers la guérison. C'est-à-dire une dépression, même sans traitement, évolue naturellement vers la guérison.
Une fois qu'on a dit ça, en fait, on parle de l'ensemble des dépressions. Mais les dépressions modérées à sévères, sans traitement, par contre, il y a un risque d'évolution vers quelque chose de beaucoup plus négatif. Il y a un risque de transformation en quelque chose de chronique ou d'arriver à des troubles, notamment dus à un dysfonctionnement cérébral, qui sont comme la catatonie ou la mélancolie, c'est-à-dire des dépressions très sévères, ou des dysfonctions un peu de l'intégration des différentes aires cérébrales. Et donc, c'est pour ça que, d'un point de vue très général, il faut quand même vous faire diagnostiquer, il faut être suivi par un médecin quand vous avez une dépression. Et c'est lui qui va avoir un petit peu la stratégie thérapeutique la meilleure pour vous. Et c'est plutôt un psychiatre, de préférence un psychiatre spécialiste sur la dépression, qui va pouvoir vous aider. C'est quoi la différence entre un psychologue et un psychiatre ? Alors, très souvent, ça peut être un peu entrecoupé, mais un psychologue, ce n'est pas quelqu'un qui a fait médecine, qui va plutôt être dans des approches psychothérapeutiques au sens très large, qui peut être de mobilisation de thérapie validée ou de mobilisation de l'environnement, de thérapie familiale, de thérapie type TCC, donc thérapie cognitive et comportementale, thérapie psychanalytique, plus ancienne, psychodynamique, thérapie des schémas. Il y a toute une gamme de thérapies possibles. Le psychiatre, c'est un médecin donc, qui a fait des études de médecine et qui s'est spécialisé pendant son internat, donc maintenant 5 ans d'internat, dans cette discipline très particulière qui est la psychiatrie. Donc il a fait 6 ans de médecine un peu plus générale avant, d'externat. Il s'est spécialisé en psychiatrie. Un psychiatre, c'est donc un médecin qui a fait des études de médecine et qui a le pouvoir de prescrire des médicaments, ce que ne peut pas faire un psychologue. Et des examens complémentaires. Et des examens complémentaires. Imagerie cérébrale, prise de sang, et aussi de prescrire donc des médicaments qui ne sont pas des psychotropes pour la santé, le reste de la santé de la personne. Parfois, c'est galère de trouver la bonne personne, le bon médecin. On a des témoignages dans le chat. Alexia qui dit « j'ai mis 18 mois à trouver le bon psychiatre ». Voilà, ça peut prendre énormément de temps. Les gens aussi se rendent bien compte quand ils vont sur Doctolib et qu'ils cherchent un rendez-vous que parfois c'est des mois d'attente avant d'avoir un rendez-vous. Donc il y a aussi une vraie galère de la part des patients. Bien sûr, alors il y a à la fois les structures publiques, Astrid en a parlé tout à l'heure, les CMP, centres médico-psychologiques, qui sont très importants. C'est aussi une première ligne. Et il faut aller taper là, à la porte du CMP, d'ailleurs, si vous en souhaitez, si vous en avez le besoin. Il y a des infirmiers et des équipes infirmières qui reçoivent en général pour un premier rendez-vous ou pour un premier contact, avec des psychiatres qui sont derrière. Et puis après, il y a toute une psychiatrie libérale qui n'est pas forcément facile d'accès, ne serait-ce d'un point de vue financier. À Paris, par exemple, consultation de psychiatre, on est très souvent au-dessus de 100 € la consultation. Et donc, il faut voir en fonction aussi de ses ressources pour faire appel soit à des ressources publiques, soit à des ressources plutôt privées. Il y a un site qui est pas mal, vous voyez le site de l'AFTCC, Association française de thérapie comportementale et cognitive, qui recense les professionnels psychologues et psychiatres qui pratiquent ce type de psychothérapie. Donc, il existe des répertoires. Il y a aussi AFTCC.fr ou .com. Et vous rentrez votre adresse et ça vous donne les professionnels autour de chez vous. Et il y a aussi le site Dites je suis là. Tout attaché, dites, D-I-T-E-S, je, J-E, suis, S-U-S, là. Et donc là, ça répertorie toutes les ressources en santé mentale au sens large, y compris tous les fils de téléphone, etc., qui existent autour de la santé mentale. Donc n'hésitez pas à consulter pareil avec l'adresse. Vous pouvez avoir, dites je suis là, c'est très bien. Et vous avez accès aux ressources et vous avez toute la cartographie des ressources en France. Et puis au sein des hôpitaux, aussi, il y a des consultations publiques qui sont possibles. Par exemple, à Bicêtre, on peut recevoir. Donc c'est des consultations qui ne sont pas payantes pour le patient, qui sont prises en charge par l'assurance maladie. Qu'est-ce que vous attendez en termes de recherche pour les prochaines années ? Est-ce que vous avez des espoirs particuliers ? Est-ce que vous avez des attentes ? Oui, moi j'ai des attentes, mais par contre j'ai pas des attentes magiques. C'est-à-dire que pour pratiquer la recherche quotidiennement, je sais que la recherche c'est quelque chose qui a besoin d'un temps long. Parce qu'en fait, il faut développer une idée, mettre en place le dispositif, arriver à le présenter à la communauté scientifique qui va le valider. Parce que c'est tout ça l'enjeu de la science. Si on n'est pas tout seul dans son coin à dire « j'ai une idée, elle est bonne », c'est « j'ai une idée ». Je la prépare pendant 2-3 ans et au bout de 3 ans, je la porte sur la place publique scientifique en la montrant à d'autres experts internationalement reconnus en disant « qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, soit ils disent « ah ben non, t'aurais pas dû faire ça, etc. » et c'est reparti pour un tour. Donc, je n'ai pas d'attente là sur la recherche pour là immédiatement. Par contre, je sens là il y a des investissements dans plusieurs pays du monde qui sont assez massifs pour la santé mentale. Et donc, on va forcément arriver à soit une réorganisation du système de soins, soit la découverte de des mécanismes de certaines pathologies, soit le développement de nouvelles thérapeutiques qui vont forcément être utiles. En fait, il ne peut rien se passer de grands changements. Il faut être patient. Il ne faut pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. On l'a vu pendant le Covid, ça donne des choses qui sont catastrophiques. Donc, il faut laisser à la science le temps de la science. J'ai entendu parler dans les médias généralistes d'une percée qui aurait été faite en recherche autour des médicaments, autour de psychédéliques.
de substances psychédéliques qui auraient visiblement eu des résultats intéressants. Est-ce que je dois fonder des espoirs dessus? Il se trouve que je suis concerné en l'occurrence, est-ce que je dois aller acheter des champis tout de suite? C'est exactement ça la question. Alors ça a été un des axes de recherche depuis un certain nombre d'années. Alors en France, on n'a pas accès encore à ces molécules qu'on dit psychédéliques. Alors déjà, il faut bien, pour les viewers, distinguer les psychédéliques, donc qui regroupent notamment la psilocybine, issue des champignons hallucinogènes, le LSD par exemple, la DMT issue avec l'ayahuasca. Ça, ces molécules-là qui sont bien connues, notamment dans de nombreux peuples à travers le monde, elles ne sont pas accessibles en France. C'est-à-dire c'est des choses pour lesquelles on n'a pas encore de potentialité d'utilisation. Nous, en France, on a l'utilisation par contre d'un apparenté psychédélique, la kétamine, qui est un anesthésique utilisé depuis les années 60, qui est bien connu et qui a montré des effets antidépresseurs d'action rapide. C'est-à-dire que contrairement à la latence d'efficacité habituelle des antidépresseurs, quand vous commencez à le prendre, il a des effets sur le cerveau dès la première prise. Il faut attendre un peu avant d'en voir. Il faut attendre 3 semaines, 1 mois, parfois 1 mois et demi, avant d'avoir vraiment une modification subjective de son état. Les psychédéliques et la kétamine, donc ces traitements d'action rapide, ils ont modifié un petit peu notre compréhension de ce qu'était l'humeur. Parce que justement, parfois après une seule prise, quelques heures après la prise, on peut avoir une modification subjective de notre humeur. Quelques heures. La sensation de se sentir mieux, la sensation d'avoir un poids moins important. Il y a des patients notamment, quand on a commencé à utiliser la kétamine, c'était à la Pitié-Salpêtrière, avant ils nous disaient j'ai envie de mourir pour telle raison, je me sens un poids pour mes proches, j'ai une douleur très importante. Quelques heures après l'administration du traitement, ces pensées-là, elles avaient disparu, elles avaient changé. Et le patient parfois pouvait nous dire... Impressionnant, en prévention du suicide, c'est impressionnant. C'est pour ça que ça a été beaucoup utilisé, notamment dans la prévention suicidaire, avec des patients qui avaient des idées suicidaires très importantes, et ces idées suicidaires étaient réduits après l'utilisation du traitement. Ça change la prise en charge des dépressions résistantes aussi, ça a vraiment transformé... Là où ça a changé nos théories et la prise en charge. Ouais. Bon, on a ces espoirs-là, donc ils sont très forts, et en même temps, on n'a pas une compréhension très précise encore de la mécanistique, de cette dimension un peu qui permet d'améliorer les patients. Donc ça, c'est un axe de recherche, un des axes qu'on a eu à l'Institut du cerveau ces dernières années, et qu'on continue avec l'équipe Moods là, à Paris-Saclay, pour essayer de comprendre quels sont les effets profonds finalement sur le cerveau de ces molécules. Et si c'est par exemple les effets plutôt psychédéliques, c'est-à-dire le vécu subjectif que les patients peuvent avoir. Quand on prend ces molécules, notamment la kétamine, on a des effets très intimes. On a par exemple une sensation un peu de dissociation, sensation que le monde environnant est un peu irréel, la sensation de sortir de son corps, ce qu'on appelle l'autoscopie, donc on se met à flotter un peu au-dessus de son corps pendant l'administration du traitement. Ces effets-là, ils sont très très puissants pour les patients, ils ont une valeur métaphysique très importante, qui change parfois un petit peu leur vision du monde. Et puis, d'un point de vue très biologique, ils ont des effets aussi, ces traitements, sur la neuroplasticité, c'est-à-dire la façon dont les aires cérébrales communiquent entre elles, dont les neurones vont créer des connexions entre eux. Et on sait que ces effets-là sont peut-être parfois un peu synergiques, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre ces effets subjectifs et ces effets de neuroplasticité. Donc un axe de recherche très important sur ces molécules, c'est de comprendre leur fonctionnement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a aussi une psychédéliphilie, c'est-à-dire qu'on adore ces molécules, on en parle beaucoup dans la presse, il y a beaucoup d'espoir des patients notamment. On reçoit beaucoup de mails pour demander est-ce qu'on peut participer à ces techniques, etc. Il faut se méfier aussi, ne pas aller trop vite. On a eu dans les années 50 notamment beaucoup des premières recherches qui ont été lancées, parfois pas forcément avec les règles scientifiques dont parlait Astrid tout à l'heure, bien cadrées, de la bonne recherche médicale basée sur les preuves et éthique. Et donc il faut se méfier aussi, il faut être prudent et aller en douceur dans les avancées de ces nouvelles thérapeutiques. Beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de prudence. Astrid, tu mets en garde toi aussi, attention, n'allez pas acheter de la kétamine auprès de votre dealer. Oui, exactement. Il ne faut surtout pas aller acheter des substances auprès des gens qui ne sont pas pharmaciens, parce que justement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et puis, ce qui peut être bon pour certaines personnes peut ne pas l'être pour d'autres. Et pour l'instant, on n'est pas capable de dire chez qui ça pourrait avoir un bénéfice ou non. Donc la mécanistique des traitements, c'est très important, mais on est capable aussi de prescrire des médicaments sans comprendre leur méthode d'action en médecine, et on le fait d'ailleurs en réalité pour la plupart des traitements. Et c'est pas grave, parce que justement, on a quand même un dispositif de preuve qui montre que c'est utile cliniquement, parce qu'au fond, ce qui compte, c'est que ce soit utile cliniquement. La mécanistique, elle nous sert à comprendre la maladie, potentiellement prévenir ensuite son apparition, pour potentiellement développer d'autres traitements complémentaires ou sans les effets secondaires, etc. Donc c'est ultra important, mais ça ne veut pas dire qu'il faudra forcément comprendre la mécanistique pour que ça puisse arriver sur le marché. Ce qui fera que ça arrive sur le marché, c'est la démonstration d'un bénéfice qui dépasse les effets indésirables pour une certaine catégorie de population donnée. D'accord. Et donc ça met du temps. Aux États-Unis, c'est la FDA, la Food and Drug Administration, qui valide les autorisations de mise sur le marché. En Europe, c'est l'EMA, European Medicines Agency, qui valide l'arrivée de ces molécules sur des dossiers qui présentent des essais cliniques avec toutes les données en libre accès qui sont réanalysées par des gens. Donc voilà un peu le circuit du médicament, de l'idée
ensuite les essais cliniques, ensuite la mise sur le marché et ensuite la pharmacovigilance, où une fois que c'est mis sur le marché, on continue de surveiller ces molécules parce que les essais cliniques, en général, ils durent dans la dépression 8 à 12 semaines. Or, les gens sont exposés en moyenne à un antidépresseur 5 ans. Ouais. Donc ça veut dire que ce qu'on a mesuré, c'est des effets indésirables sur 8 à 12 semaines, mais on n'a pas mesuré sur des temps plus longs. Donc pour les antidépresseurs, maintenant, ça fait plus de 60 ans qu'on les prescrit. Donc s'il y avait des choses très graves et très sévères, théoriquement, on le saurait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effets indésirables au long cours, ou même, là, il y a des choses qui se disent sur difficile de retrouver sa libido après des années d'antidépresseurs, etc. C'est des choses qu'il faut qu'on étudie en tant que scientifique, il faut qu'on se penche là-dessus. Mais en tout cas, il n'y a pas de, je sais pas, malformation cardiaque qui survient, sur plus d'AVC, enfin des choses très, très sévères qui surviendraient, parce qu'on a un recul historique. Donc ça, c'est important aussi de rassurer ces antidépresseurs qui, régulièrement dans la presse, sont quand même un peu malmenés. Valérie va nous rejoindre pour parler de l'action de la FRM en général sur la santé mentale à l'occasion de cette semaine de mobilisation. Une dernière question pour tous les deux. Est-ce que vous travaillez avec d'autres pays? Est-ce qu'il y a aussi une collaboration internationale des chercheurs? Moi, je collabore beaucoup avec Oxford, avec Kyoto et avec aussi en Autriche. Enfin, voilà, on a un réseau justement de gens qui s'intéressent à l'évaluation des thérapeutiques en psychiatrie. Et donc, évidemment, mon quotidien, j'ai un doctorat au Danemark, j'ai ma master en venait d'Australie. Après, on est aussi des jeunes qui entendent parler de nous, qui viennent travailler dans notre labo pour être formés par nous. Donc la recherche, elle se fait à un niveau international. C'est évident parce qu'à la fin, on est tous experts de petits domaines et donc pour trouver d'autres gens qui parlent la même chose que nous sur Terre, on n'est pas beaucoup. Et c'est surtout ce qui fait la force d'une preuve scientifique, c'est ça marche comme ça en France. Ah oui, mais ça marche aussi comme ça dans tel endroit et dans tel endroit. Donc ça, c'est un faisceau de preuves qui est assez puissant. C'est très important. Alors en fait, on essaye au maximum justement d'avoir des collaborations internationales. Alors moi dans mon équipe, il y a une collaboration avec Columbia notamment, à Londres avec Carl Friston. Donc ils sont des gens qui ont pensé, qui ont parfois développé des concepts qui étaient vraiment, qui changeaient un petit peu nos visions du cerveau, des neurosciences. Je pense à Carl Friston notamment qui a totalement bouleversé les concepts qu'on avait sur les neurosciences. Donc c'est des gens dont il faut se nourrir aussi. Parfois on dit toujours en France qu'on a un peu de retard, mais pas tant que ça. Et on se nourrit un peu aussi de ces collaborations. Et bien sûr, c'est des choses qu'il faut continuer à faire. C'est chouette d'entendre aussi que vos labos accueillent des chercheurs. Oui, la semaine dernière, notre labo a organisé un colloque international avec des très grands noms de la méta-recherche. Donc la méta-recherche, c'est la recherche sur la recherche. Comment on améliore nos pratiques scientifiques? Qu'est-ce que l'intégrité scientifique? Comment on facilite la reproductibilité des résultats, etc. Et on a fait venir des grandes stars de Stanford, d'Oxford, etc. un peu partout. Donc on a quand même en France une recherche qui est assez forte, un rayonnement intellectuel qui est important. Et il ne faut pas qu'on passe notre temps à se fouetter le dos en se disant qu'on est en retard, qu'on n'est pas bon, etc. Il faut garder un niveau d'exigence, il faut rester ouvert sur l'international, mais on a quand même un plutôt bon positionnement. Valérie, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? La FRM est mobilisée cette semaine, particulièrement sur la santé mentale? Mobilisée tout particulièrement cette semaine, effectivement, pour montrer, déjà sensibiliser le public et notamment les plus jeunes à la santé mentale et à l'importance de soutenir la recherche dans ce domaine. Et puis, voilà, contribuer à notre manière aussi à lever les tabous. Et on l'a vu, c'est important. Quelles sont les prochaines actions de la FRM? En termes de... Là, au cours de cette semaine, tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais... Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, demain, nous parlons de santé des jeunes avec l'animatrice Marie L'Orphelin. Jeudi, de burn-out. Camille Lacour va à la rencontre de chercheurs qui travaillent sur le sujet à Paris. Et vendredi, on parlera des addictions. Mais il y a également beaucoup d'infos et d'informations, de renseignements à retrouver à la fois sur notre site internet, frm.org, sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube également. Vous pouvez retrouver les témoignages qui ont été diffusés aujourd'hui. Et où vous pouvez également retrouver les replays des émissions Checkpoint. Avant de se quitter, Astrid, un petit appel à participation de ta part. Tu nous en as parlé tout à l'heure déjà, le programme Compare, c'est ça? Oui, Compare, donc c'est cette plateforme en ligne pour participer à la recherche, parce que contribuer à la recherche, ça peut être donner de l'argent, mais ça peut être aussi donner de son temps, et c'est ce que j'aime dire. Donc si vous avez vécu un trouble psychique, ou si vous avez même n'importe quelle autre maladie chronique, en réalité, la plateforme Compare permet de recueillir vos témoignages. Vous vous inscrivez en ligne sur compare.aphp.fr. Ça prend 5 minutes, et ensuite vous avez des questionnaires qui vous sont envoyés
Maximum 10 minutes par mois, c'est promis et c'est validé et testé par déjà 50 000 personnes qui en font partie. Et c'est ultra important parce que pour la dépression, par exemple, je n'ai que 3 500 personnes. Ça paraît beaucoup, mais en même temps, c'est très peu étant donné ce que disait Hugo, la diversité des profils. Il faut qu'on puisse être très nombreux, très divers pour produire des résultats de qualité. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et surtout à en parler autour de vous. On est sur les réseaux sociaux, Compare Dépression sur Instagram et sur Facebook. Voilà, vous avez le lien dans le chat et vous l'aurez en description de cette vidéo YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous toutes et tous, à nous avoir suivis. Vous avez été très nombreuses et très nombreux. On était très haut classés sur Twitch cet après-midi. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci Hugo, Astrid, de vous être pliés à l'exercice. Merci beaucoup Valérie et à la Fondation pour la recherche médicale. On se retrouve avant l'été avec une nouvelle émission de Checkpoint que nous consacrerons à la santé et à l'environnement. On va parler de pollution, de pesticides, etc. Bref, on vous expliquera tout ça pour le 3e épisode de Checkpoint. Merci à toutes et à tous, à très bientôt.